Bonjour à tous et bienvenue dans ce Bat Talk 19e du nom, le podcast Made in Batman Legend. Un Bat Talk, encore une fois, excitant parce qu'on va avoir encore beaucoup de choses à dire. Et je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de deux membres de la team Batman Legend avec Alexandra. Salut Alex. Salut. Mais aussi Siegfried. Bonjour à tous. Et on est accompagné d'un nouvel invité, c'est sa première dans le podcast Batman Legends, c'est Yanda. Salut Yanda. Salut tout le monde, j'espère que vous allez être gentil avec le petit nouveau. On est toujours gentil, sauf des fois. Du coup, alors nous on te connaît Yanda, je pense que la plupart de nos auditeurs te connaissent déjà, parce que ça fait un moment que tu parcours la toile du Comics Gate. Est-ce que tu peux malgré tout te présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore ce que tu fais, qui tu es, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors bien sûr, juste pour, précision, c'est pas le Comics Gate que je parcours, mais, à la rigueur Oui, le je voulais Comics que tu commences Game. par là parce que directement annoncé, C'est ça. on a un invité, c'est un gros facho. Écoutons-le calmement. Ah je veux bien, je Le vais Comics éviter de Game, me retrouver Comics dans Game. une Merci de sauce sur clarifier. Twitter, me retrouver dans une sauce sur Twitter, dès demain. Tout ça à cause de Donc moi en plus, je suis désolé. mais ouais, donc ça fait un petit moment maintenant que je effectivement, parcours, les internets, dans différents formats. J'ai principalement, proposé du contenu vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Les Comics de Monsieur Yanda, disponible sur YouTube. Le référencement est une catastrophe, ne choisissez jamais un pseudo qui se rapproche d'une marque de voiture, je le dirai jamais assez. Parce qu'il faut savoir que quand vous tapez Yanda sur Google, Google vous dit: «Est-ce que tu es sûr que tu as pas voulu dire Hyundai?» Et ça m'arrive à chaque fois. Donc du coup, Peut-être ouais, que j'ai grâce fait à toi, il y a plein de gens fans de Batman qui ont acheté des voitures. Et peut-être, ça, c'est ouais, beau. et j'ai jamais touché de com. J'aurais dû faire de l'affiliation. Quel Mais con! grave. Ah, ce Hem, manque à gagner quoi. c'est ça, exactement. Et donc du coup, ouais, j'ai proposé pas mal de vidéos, donc sur ma chaîne qui est une chaîne, 100 dédiée à DC, et donc au relais, VF, Urban. Après j'ai, rejoint un collectif de vidéastes, lescomics.fr. Je suis passé un petit peu aussi chez DC Planet, avant ça, et aujourd'hui, alors bon, je manque un peu de temps pour faire des vidéos, donc ça fait quelque temps qu'il y a pas eu de nouveautés sur la chaîne, mais il n'est pas exclu que ça revienne. Pas de pression, comme c'est pas mon métier principal, je reprendrai quand j'ai le temps. Et donc du coup, j'en profite pour participer à des podcasts audio quand on m'invite très gentiment, ou aussi quand, j'en fais avec des copains. On a monté, avec, Matt et Chris de Comics Raise et V pour Valentin, un podcast qui s'appelle L'Estamineur, d'où on parle pas forcément que de comics, on parle de plein de trucs différents, dont, les comics. Tout à fait, tout à fait. Les Staminards, d'ailleurs, on avait reçu Matt, qui est aussi sur les Staminards. Yes, c'est le tenancier. Ok, du coup, maintenant que les présentations sont faites, et d'ailleurs, Yanda, tiens, une petite anecdote, tu as un point commun avec l'une des rédactrices de Batman Legends, avec Aliénor, c'est que tu es un Ok. grand fan de Nightwing, si je me Yes. trompe. Je vois que vous avez des personnes de qualité dans votre staff, c'est bien. Toujours. C'est On important. a nos spécialistes. Très bien. Allez, On on n'invite pas entame. au podcast d'ailleurs, comme tu l'auras observé. Ouais, qu'un seul de Nightwing par podcast, pas plus. C'est les quotas, c'est bien. Et encore, c'est déjà beaucoup. Hein. Tu peux t'estimer heureux. Du coup, on parle beaucoup de Nightwing, je suis pas sûr qu'il le mérite toujours. Moi, Ça si vous voulez, dépend. je peux juste parler de Nightwing, mais juste son cul. Ça vous va ou pas? Allez, ça y est, voilà. Ouais, Alexandra, les pieds dans le Qu'est-ce qu'il y a plat. d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans Nightwing, franchement? Parce qu'entre le Comics Gate et maintenant ça, comment ça va finir ce podcast? Ça fait 3 minutes qu'on enregistre. Bon, cela dit, on va en parler de Nightwing plus tard, puisqu'il fait partie des récits qui composent le thème de notre soirée. Je n'ai pas encore annoncé le thème au bout de 3-4 minutes de podcast. Le thème du soir, c'est, vous l'aurez certainement vu dans le titre de ce podcast, Batman Future State, 2 tomes parus chez Urban Comics et qui nous présentent donc l'ensemble des histoires qui concernent la Bat Family autour de la série Batman Future State. Alors, je vous propose de faire ça en 2 temps. La première avec une présentation un petit peu plus globale, c'est-à-dire sans spoiler, de ce qu'on a pensé de Batman Future State. Puis, on enchaînera avec une partie spoiler, comme on fait d'habitude, où on retracera un petit peu tout ce qu'on a pensé. On attribuera les bons et les mauvais points sur chacune des séries qui composent ces 2 albums.
Et donc, on commence avec la partie sans spoiler. Alors, peut-être un petit point, tiens, Siegfried, peut-être, si tu veux bien, s'il te plaît, nous présenter peut-être la genèse du projet Future State, parce que c'est quand même un petit peu particulier. Alors, c'est un projet qui a une genèse compliquée, qui au début était annoncé comme un Event Generations mené par Dan Didio et qui était supposé présenter une nouvelle génération de héros. Donc, tous les héros qu'on connaissait auraient été remplacés par une nouvelle génération, un nouveau Superman qui aurait probablement été John Kent, enfin, un nouveau Batman, une nouvelle Wonder Woman, etc. Et on aurait eu, a priori, on n'en sait pas trop, on n'a eu que des leaks de ce projet, mais a priori, on aurait eu deux timelines. Les comics dans la continuité actuelle, donc toujours avec le vrai entre guillemets Batman, le vrai Superman, etc. Et puis une autre timeline avec cette autre génération, toujours en continuité, mais qui se déroulerait 20-30 ans plus tard, et qui serait l'occasion, le prétexte pratiquement, pour commencer à introduire de nouveaux héros, parce qu'à un moment, peut-être qu'on n'aurait plus raconter d'histoire avec les anciens, donc ce serait pas mal de commencer à donner de la consistance à une nouvelle génération. Mais comme vous le savez, Dan Didio a quitté DC Comics. Le projet a été complètement abandonné, et on a commencé à entendre parler de ce Future State. Tout le monde a fait le lien avec Generations, puisque le projet était à peu près similaire. Imaginez un univers d'ici dans le futur qui se déroulerait quelques années à quelques millénaires après la continuité actuelle de DC Comics pour permettre d'introduire de nouveaux personnages et généralement pas mal de remplaçants ou d'alternatives aux héros classiques. Ça a été aidé par la fin de Death Metal, puisque il faut spoiler Death Metal, mais en même temps c'est le point de départ de Future State, et pour le coup c'est rappelé au début de chaque aventure de Future State, vous avez ce récitatif qui vous explique que Batman est globalement les héros de DC ayant vaincu Perpetua et le Batman Kiri. L'univers tel qu'on le connaissait s'est plus ou moins effondré sur lui-même et ouvre de multiples perspectives, et le Future State est l'une de ces perspectives. Donc autant vous dire que ce n'est pas de la continuité, c'est juste une perspective de l'univers d'ici, mais il pourrait y en avoir d'autres. En gros, c'est un petit prétexte éditorial pour vous dire, si vous aimez ce que vous voyez, on va l'introduire dans la continuité, mais si vous n'aimez pas, on n'aura qu'à dire, c'est juste une perspective, en fait, c'est une autre qui va avoir lieu. C'est un petit jeu de DC un peu traître, mais bon, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et voilà, donc les aventures dont on va parler aujourd'hui, le Future State Batman, se déroule entre 2025 et 2027, donc c'est vraiment assez peu après ce à quoi on a pu assister dans la continuité, tandis que d'autres comics ont, je vous l'ai dit, littéralement lieu des siècles, voire des millénaires après, comme Swamp Thing ou Wonder Woman par exemple. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour Batman, il y a un peu moins de prise de risque dans la longueur des dates annoncées. Effectivement, on est jusqu'à 2027, ce qui fait pas énormément loin en termes de temporalité. Tiens, Yanda, puisque tu es l'invité du soir et fan de Nightwing, ce qui n'a rien à voir avec la question que je vais te poser, mais qu'as-tu pensé? C'est toujours important de le rappeler. C'est toujours important. Ça place un homme. Mais qu'est-ce que tu as pensé de manière générale sur ces deux tomes de Batman Future State? Globalement, effectivement, je suis d'accord sur le fait que du fait que ça se situe entre donc 2025 et 2027, on est dans les premières années de ces perspectives, et effectivement en termes de risque entre guillemets, on minimise, mais pour autant, ça permet de quand même, je trouve, bien «s'amuser» entre guillemets avec les différents personnages qui interviennent dans les récits. Si pour le coup ils étaient allés plus loin, ça aurait peut-être été plus compliqué, parce que voilà, des personnages comme Swamp Thing ou Wonder Woman, tu peux facilement les conserver pendant plusieurs millénaires. Les personnages avec des traits plus humains, c'est forcément un peu plus compliqué, mais globalement, j'ai quand même bien kiffé cette proposition des titres de la Bat Family. Il y a forcément un peu à boire et à manger dans le lot, mais globalement, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de propositions assez sympas et assez intéressantes, et qui m'ont, pour certaines, bien hypé pour la suite. Ouais, c'est vrai, hein, comme tu disais, il y aura à boire et à manger, on va y revenir à tout ça. Alexandra, tiens, ton avis un petit peu global sur la série, tu as été intéressée, conquise, déçue. Quel est ton avis global sur Batman Future State? Alors du coup, pour reprendre tes mots, on va dire conquise, ouais.
pas déçue, le terme, il serait un peu fort. Non, plutôt conquise. Après, je pense que ça rentre dans des lectures, comment dire, plus globales autour de Batman. Je crois que je l'ai déjà dit dans quelques podcasts, mais il y avait certaines sorties qui m'ennuyaient un petit peu, qui n'étaient pas très exaltantes. Si par exemple, on prend l'exemple de Free Joker, qui était considéré comme un gros event, moi je me suis un peu clairement ennuyée. Il y avait pas trop de risques. Et là, Batman Future State, donc soit le tome 1 ou le tome 2, hein, là pour le moment je prends les deux, bah, j'ai beaucoup aimé. Comme disait un peu Yanda, il y a certains récits qui se dégagent et qui me laissent de belles perspectives pour la suite. Le Next Batman, le Harley Quinn, le Catwoman. Il y a des choses où je me suis dit, bon d'accord, on nous a pas pris pour des cons. On essaye aussi de reprendre des bases, des origines qu'on connaît déjà de Batman et avec une sorte de renouveau. C'est pas forcément le méchant qui m'a marqué, qui est quand même dans le fil rouge de tous les récits qu'on peut voir. C'est assez fort quand même ce coup-là. Mais voilà, le magistrat, on en reparlera, c'est pas quelque chose qui m'a le plus marqué. Moi, c'est vraiment le traitement de certains personnages et leur évolution, que ce soit physique, personnelle. Voilà, ça m'a encore marqué alors que j'ai lu le tome 1 il y a un petit moment et je pense que c'est un bon point sur le fait que j'ai apprécié. Donc non, globalement, c'est une bonne lecture que je conseillerais. Ok. Siegfried, toi aussi, tu conseilles cette lecture ou tu es plus mitigé? Alors, moi, je dirais qu'il faut y aller un peu comme pour. En fait, j'aurais un peu le même avis que sur 3 Jokers. Donc, vous savez que ça ne sera pas forcément très positif. Mais Oula. disons qu'à mon avis, c'est une proposition qui s'apprécie surtout si on y va sans trop d'attente. Donc, il ne faut surtout pas succomber aux promesses de DC qui promettaient quand même un méga event qui remettrait complètement qui ferait un peu tabula rasa du passé et qui raconterait une histoire de fou. Donc déjà, il faut se souvenir que c'est pas forcément en continuité, c'est juste une perspective alternative, comme on l'a déjà dit, que c'est normalement une anthologie de récits qui sont plus ou moins autonomes et plus ou moins autocontenus. Donc dans ces 2 volumes, vous aurez des histoires qui sont supposées être plus ou moins définitives. Il y a une suite qui a été envisagée mais qui n'est sortie, qui est en train de sortir seulement aux États-Unis, qui est Future State Gotham. Mais à part ça, pendant des mois et des mois, on n'a absolument rien eu et aucune suite n'était annoncée et aucun projet n'a vraiment pris la suite de ces aventures-là. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, y compris en lisant ces aventures, il n'y a pas vraiment de suite annoncée. Les équipes créatives ont fait le boulot pour lequel elles avaient été, elles ont été payées, elles ont fait ce qu'on leur avait commandé. Donc il y aura pas forcément de suite vraiment logique, cohérente à ce que vous pourrez lire ici. Ce qui fait que forcément, il y a des propositions qui sont assez inégales, mais globalement, la moyenne est vraiment très correcte. Ça je rejoins tout à fait Yanda et Alexandra là-dessus. Par rapport surtout, effectivement, là je rejoins aussi Alexandra, on a quand même eu beaucoup de sorties qui étaient relativement moyennes et beaucoup d'anthologies qui étaient relativement moyennes pour être diplomate. Là, on est quand même dans une moyenne plutôt haute. Mais en termes de force de proposition, c'est pas du tout aussi étincelant que DC avait pu le promettre, parce qu'on annonçait quand même un event relativement majeur. On se souvient surtout qu'il y avait une com de fou autour de John Ridley qui venait scénariser un nouveau Batman. Avant qu'on nous annonce Future State, on savait déjà que le scénariste de 12 Years a Slave, enfin tout le monde ne parlait que de ça, donc un scénariste afro-américain vraiment très engagé, allait écrire un Batman afro-américain. Donc on le rattachait plus ou moins ça à la promesse du Generations de Dan Didio, et on se demandait si le nouveau Batman, le vrai, unique Batman, n'allait pas devenir afro-américain. Ce qui évidemment avait causé tout un tollé, mais du coup ça suscitait de vraies attentes, donc y compris quand on avait commencé à comprendre que ça serait juste pour le Future State, donc ça serait moins ambitieux que promis initialement. Et finalement ça illustre bien, je trouve, l'attente qu'on peut avoir vis-à-vis de ça, et la déception qu'on peut ressentir vis-à-vis du résultat quand on attachait trop d'importance à la promesse, parce que ce fameux nouveau Batman n'apparaît que dans 4 fascicules, une seule de la dizaine d'histoires qui composent ce Future State Batman. Donc finalement, ça n'a pas du tout l'ampleur qui est annoncée, et en plus, ce récit n'est pas particulièrement percutant non plus, enfin pas du tout autant qu'on l'avait annoncé. Donc voilà, c'est vraiment c'est vraiment une anthologie, une proposition qui s'apprécie quand on parvient à rabaisser ses attentes pour juste le voir comme une petite proposition de DC Comics tout à fait sympa, où les équipes créatives se laissent plus ou moins libre cours à leur imagination, parce qu'en plus ces histoires sont pas très bien connectées les unes avec les autres. Mais voilà, plusieurs équipes qui se font plaisir, avec une certaine liberté éditoriale permise par le fait que le cadre est déplacé à 2025-2027 dans un futur alternatif. Donc ça donne c'est plutôt un chouette Elseworld commun entre plusieurs auteurs, un Elseworld anthologique.
quand on le voit juste comme ça, ça s'apprécie plutôt bien comme une bonne anthologie moyenne de récits plutôt sympathiques dans l'ensemble. D'accord. Alors, petit mot de la fin pour cette partie, sans spoiler, hein, je le rappelle, pas la fin de ce podcast, quand même pas. C'était sympa, merci. Merci Yanda. À bientôt. Non, alors, petit mot de la fin pour cette partie. Tiens, justement, notre invité, Yanda. Parlons concrètement, les 2 volumes valent chacun 35 €. Est-ce que les histoires que l'on a là-dedans valent les 70 € que l'on doit préparer pour les acquérir? Alors, j'aurais plusieurs réponses et je ne suis pas suisse. En fait, j'aurais envie de dire que ça va dépendre du profil de lecteur, entre guillemets. C'est-à-dire que je pense pas que ces 2 tomes de Future State, ça soit un très bon achat en toute première lecture. Je suis pas sûr. Si tu as un budget de 70 €, je pense qu'il y a d'autres lectures qui peuvent beaucoup plus t'attraper et te faire rentrer dans le monde du comics que ces tomes Future State. Maintenant, si tu es quelqu'un comme moi qui n'a pas lu Death Metal parce que ça suffit, voilà, je n'irai pas plus loin que ça. Et que, Est-ce que tu veux qu'on t'invite au podcast où on débriefe Death Metal? Alors non, parce que en toute non, parce honnêteté, qu'en fait, on va pas faire de podcast sur vous faites bien. Déjà, Voilà. vous faites bien. Et, Arrête, je le préparais, je suis là. je l'ai pas lu en entier en fait. Je me suis arrêté. Bon, Je moi me suis aussi, arrêté. Pour te dire, tu Moi vois, j'ai dit allez, c'est bon, ça suffit, ça y est, c'est tout pour moi, merci, au revoir. Et donc du coup voilà, moi c'est ce qui m'a fait un petit peu peur sur la sortie de ça, c'était que justement ça arrive après et que il y avait effectivement un enjeu, comme l'a dit Siegfried, assez important. Donc après, pour un lecteur qui va avoir même pas forcément un gros bagage, mais qui a déjà lu un petit peu d'ici et qui a envie de lire des histoires globalement sympas, mais qui a quand même déjà un petit peu de bagage. Là, oui. Ouais, pour moi, oui. Et il y a un point qui est cool aussi et qui est peut-être intéressant à signaler, c'est que dans les 2 tomes, à chaque fois, vous avez les histoires complètes. C'est-à-dire que si vous n'achetez par exemple que le tome 1, vous aurez les récits du tome 1, mais il n'y a aucun récit qui se termine dans le tome 2. Et inversement pour le tome 2 aussi. Donc, vous avez à chaque fois l'intégralité des récits. C'est pas étalé sur les 2 tomes. L'ensemble des histoires de la Bat Family, oui, c'est sur les 2 tomes, mais par exemple, la série Nightwing, au hasard, elle est contenue dans le tome 2 en entier. Il n'y a pas un premier chapitre dans le tome 1 et le deuxième chapitre dans le tome 2. C'est des histoires en plus qui oscillent entre 2 ou 4 chapitres, mais à chaque fois, voilà, c'est contenu dans un tome. Donc ça, c'est chouette aussi parce que ça vous permet de se dire bon allez, je tente, et si j'aime bien, je prendrai l'autre. Si j'aime pas, je laisse. Ou si ça c'est pas assez intéressant pour ce que j'en ai dépensé, je prendrai pas l'autre. C'est aussi faisable et c'est pas moins gênant en termes de compréhension de récit, etc., etc. Donc ça dépend un peu effectivement, comme l'a dit Siegfried, de ce que tu attends à y trouver. C'est pas une bonne porte d'entrée, mais ça reste une lecture sympa. Donc oui, carrément. L'achat se vaut, ouais. D'accord. Et justement, Même on n'en si, a pas parlé. à n'acheter que l'un des 2 volumes, je ne sais pas forcément lequel je recommanderais, puisque le premier, c'est quand même celui qui contient The Next Batman, donc le comics qui a reçu le plus de hype de cette anthologie, alors que le deuxième, c'est celui qui offre une espèce de conclusion, entre guillemets, à l'arc du magistrat, ou au moins du Peacekeeper, qui est Zero One, qui est le grand antagoniste de cette double série. Donc je pense qu'ils ont quand même été assez malins pour répartir les récits intéressants entre les 2 volumes, pour quand même inciter à acheter chacun des 2 volumes. Mais effectivement, après, les histoires C'est sont vrai. autocontenues, mais à partir du moment où vous plongez dans cet univers, a priori, vous avez quand même envie de retrouver certains des personnages et d'avoir la conclusion de ce récit en même temps que le récit dont on parle. Donc vous avez quand même un peu cette obligation d'acheter les 2 volumes. Enfin, on vous titille un peu quand même, sans que ça soit une vraie obligation dramatique, il n'y a pas de triche là-dessus. Mais voilà, il y a quand même une petite astuce éditoriale pour vous inciter à acheter les 2. Mais après, c'est complètement dépendant du reste du Future State. Pour le coup, ça n'a vraiment rien à voir avec les Future State Justice League, etc., ou qui
qui vont explorer des concepts totalement différents. D'ailleurs, on avait parlé du Justice League dans un dernier Bat Reviews, et qui pour le coup était totalement inabordable pour des néophytes, beaucoup, beaucoup plus que cet album-là, et voilà, qui était complètement déconnecté. Donc au moins, vous pouvez lire ces deux albums-là. Ça, c'est vrai de façon complètement indépendante du reste, et sans du tout vous soucier du reste du Future State, là où il y a des petites connexions quand même entre les deux qui font que vous êtes plus ou moins incité quand même à vous intéresser aux deux volumes à la fois. Oui, et puis tu parles d'édition justement d'Urban Comics, Siegfried. À noter qu'Urban a aussi fait un travail de rassemblement des histoires, parce qu'on a des chapitres en fait qui sont un peu dispatchés, un peu découpés, pour que l'on puisse retrouver, moi de ce que je comprends en tout cas, c'est qu'ils ont rassemblé vraiment les histoires qui concernent certains personnages dans des chapitres et dans des parties à part, là où en VO ça avait l'air d'être assez fouillis, ou en tout cas dispersé. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rassemblé en chapitres dédiés des titres qui étaient en fait des backups. Je pense notamment à l'histoire sur Grifter et Huntress. Ça, c'était un backup de Dark Detective. Donc, quand tu achetais Dark Detective en VO, tu avais le chapitre principal de Dark Detective et après un backup, donc un petit peu plus court, sur Grifter et Huntress. Et là, dans l'édition d'Urban, c'est vraiment à part. Ouais, C'est plus ça. précisément, c'était encore plus chaotique que ça. C'est vraiment, vous aviez Dark Detective numéro 1 qui contenait Dark Detective numéro 1 et Grifters numéro 1, puis Dark Detective 2 qui contenait Dark Detective 2 et Red Hood numéro 1, puis Dark Detective 3 qui contenait Dark Detective 3 et Grifters numéro 2. Enfin, il y avait vraiment et enfin Dark Detective 4 qui contenait Dark Detective 4 et Red Hood numéro 2. Vous avez vraiment cette alternance entre récits principaux et backup qui rendait le tout vraiment déjà difficile à lire, parce que on en reparlera, mais il y a comme une absence de repères temporels clairs dans ces récits qui fait que c'est relativement confus. Mais en plus, il y avait cette division de Grifters qui n'était même pas autocontenu, mais qui était divisée entre deux fascicules qui en plus étaient le 1 et le 3. Enfin, il fallait vraiment tout lire pour avoir ces petits récits autocontenus ensemble. Et donc, effectivement, heureusement, Urban a eu cette idée on a Dark Detective 2, 1 à 4, Grifters 1 et 2, Redwood 1 et 2, et tout est vraiment collé ensemble. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne initiative, parce que sinon, c'était juste impossible à suivre. Et tout à fait désagréable et contre-productif. Tout à fait. Donc, bonne initiative d'Urban Comics à souligner quand même, ce qui lui enlève quand même un petit peu de maux de tête pour les lecteurs VF. Je pense qu'on va conclure ici cette première partie sans spoiler, et nous basculons de ce pas sur la deuxième partie. On va parler donc des récits concrètement. Qu'avons-nous pensé? Le premier récit, tiens, c'est un petit récit qui concerne deux personnages majeurs de l'univers de DC, si ce n'est les principaux, Batman et Superman, dans un récit qui est intitulé Vermine. Tiens, Yanda, peut-être, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce récit? Qu'en as-tu pensé, toi? Eh bien, alors là, quand j'ai ouvert le tome 1 et que donc j'ai commencé la lecture, le premier truc qui m'a frappé, c'est l'équipe créative. Et c'est un truc que j'ai constaté après, du coup, tout du long. Je m'en souvenais plus lors de la sortie VO, mais au-delà, effectivement, comme l'a dit Siegfried, des effets d'annonce et tout qu'il y a pu avoir autour de The Next Batman, les titres dans l'ensemble, Future State Batman et même Future State tout court, on a quand même un roster d'équipe créative qui est plutôt quali. Là, en l'occurrence, Batman et Superman, c'est Ben Oliver au dessin. Et franchement, c'est pour moi, en tout cas, de cette histoire, le gros point fort, c'est la partie graphique, quoi. Parce que j'ai vraiment, vraiment kiffé. Après, je suis assez client du style de Ben Oliver, mais donc forcément, ça aide. Mais après, l'histoire en tant que telle, je dirais meh sur 20. C'est pas voilà, hein, on est sur quelque chose. C'est une entrée en matière, voilà, hein, donc on y va doucement. On n'est pas sur un truc très rocambolesque. On appuie bien sur certains clichés et notamment sur les clichés de la relation Batman-Superman. Il y a des petites punchlines un peu rigololes, pas forcément nécessaires, mais bon voilà. Globalement, ça fait un récit sympathique. Pas ouf, mais qui se lit tout à fait correctement. Et qui visuellement, par contre, tabasse, quoi.
Ouais, alors, du coup, c'est vrai que le travail de Ben Oliver est sympa. Alexandra, tu étais convaincue par cette histoire sur Batman et Superman? Il y a une petite relation entre Batman et Superman qui se passe. Voilà, on voit que c'est 2 personnages qui s'apprécient, mais bon, c'est aussi une façon de découvrir parce que vu que c'est le récit qui ouvre le 1er tome, c'est quand même, ce récit-là qui nous fait découvrir un petit peu la nouvelle situation à Gotham aussi. Ouais, enfin, je pense qu'il y avait aussi d'autres manières d'introduire le X parce que oui, ça tient le coup du fait qu'il y a le magistrat, que maintenant il y a un nouvel ordre, ça t'insère un petit peu comment va se passer la politique à Gotham, etc. On te dit aussi que tous les récits se passent à Gotham City. À un moment donné, vous parliez légèrement de Batman Future State, Future State Justice League, qui est complètement un peu bordélique et pas du tout adapté aux néophytes. Dans ce autre comics-là, c'est aussi très différent au niveau de l'espace-temps, etc. Alors que là, tous les récits se passent à Gotham et je trouve aussi un assez bon fil rouge. Moi, au niveau des repères, je me suis sentie à ma place, comme j'ai l'habitude d'être à Gotham, et c'était assez sympa. Après, non, c'est pas un récit qui m'a marqué. Pour le coup, c'est un de mes gros points faibles avec le Ah. récit de Catwoman et Poison Ivy, mais on en reparlera. Mais voilà, le truc de Batman et Superman, en soi, c'était mignon. À la fin, je dis pas, j'ai fait ouin, ouin, ouin. Mais ça a été enfin, on le connaît, en fait. Il y a déjà eu des pistes de ça. On sait déjà. C'est pas vraiment ce que j'attendais de lire en voyant un Batman Future State. Je me dis, OK, là, on est un peu dans les années un peu plus loin. Peut-être ça nous apporte de nouvelles questions, etc. Ça, leur relation, c'est déjà exploité avant. On sait déjà ça. Donc, j'ai pas besoin de voir ça. Maintenant, il faut du nouveau. Donc, voilà. Voilà, c'était bien. Et évidemment, c'est magnifiquement bien dessiné. Hein. Je dis pas. De toute façon, globalement, j'ai pris une claque sur chacun des récits. Moi, j'ai été Pratiquement, ouais, tout à fait. Ouais, c'est hyper vrai. bon public, tout. Siegfried, du coup, toi aussi, tu as été conquis par les dessins de Ben Oliver et un peu plus déçu par l'histoire en elle-même? Bah, d'autant plus déçu que c'est quand même scénarisé par Jen Luen-Yang, donc c'est celui qui avait fait Superman écrase le clan. Très, Mhm. très, très Ah coup oui, de cœur qui a purée, été mais publié ouais. sur Urban Kids récemment et c'était de l'Urban Kids, mais c'était magnifique, c'était hyper mature, vraiment scénaristiquement, c'était fort. D'ailleurs, il avait reçu énormément de prix pour ce comics surprise qui était assez formidable. Donc le voir sur le premier récit du Future State, ça s'annonçait quand même plutôt bien, surtout accompagné effectivement d'un artiste comme Ben Oliver. Donc voilà, disons que comme introduction au Future State, c'est extrêmement faible parce que ce récit autocontenu n'introduit finalement pas grand-chose. L'introduit de façon, enfin, vous l'avez déjà très bien dit, introduit de façon assez faible. On n'est pas vraiment bien intégré dans ce monde du magistrat qui est juste un peu teasé par-ci par-là et l'histoire est quand même relativement superficielle. C'est une petite histoire en 2 fascicules où Batman et Superman s'allient pour affronter une False Face Society qui est une espèce de méchant qui donne à des civils un sérum qui leur permet d'avoir un visage d'animal, ce qui permet de perturber les logiciels de reconnaissance faciale du magistrat qu'il a instauré partout en ville afin de pister les citoyens. Donc c'est une manière de céder à la délinquance sans être immédiatement identifié par la police. Donc, en soi, l'intrigue aurait pu être très intéressante parce que vu que ce qui définit avant tout le magistrat et donc l'espèce de police extrêmement oppressive qu'il a installée à Gotham et qui va donc caractériser l'ensemble du Future State, c'est la lutte contre les masques. C'est vraiment la politique définitoire du magistrat. C'est on tire à vue sur tout ce qui porte un masque. Donc, commencer par une société où le moindre civil peut acheter pour, on dit $20, je crois, un truc qui permet d'avoir un visage d'animal à la place du visage normal pour pouvoir commettre des actes criminels, c'est quand même, ça aurait pu être une super bonne entrée en matière pour introduire tous les enjeux de cet univers-là. Et en fait, le récit est quand même déjà beaucoup trop léger. Il y a pas mal de touches comiques, ce qui est un peu étonnant quand on voit tous les autres récits qui insistent quand même plutôt sur la dimension extrêmement dramatique et la tension qui existe à Gotham. Et comme vous l'avez dit, on ne parle finalement que de la relation entre Batman et Superman, alors que le but de ce numéro, ce serait plutôt de vraiment introduire Gotham et surtout introduire le concept même du Future State. Donc l'histoire est plus jolie qu'elle n'est intéressante et c'est un peu embêtant en fait. On pourrait l'excuser très bien pour un récit qui serait en plein milieu de l'album, mais pour un récit qui introduit complètement le Future State et qui est le premier récit qu'on va lire dans la trame chronologique pour comprendre le Future State, ça ne part pas sur de bonnes bases.
Ok, bon, premier récit, moyennasse, tiédasse, diraient certains, pour ce Batman Superman. Je vous propose qu'on enchaîne avec le deuxième récit, parce qu'il y en a 13 en tout quand même sur les 2 volumes. Euh, le deuxième, c'est pas pour mettre la pression, hein, mais on a tout notre temps, mais tout de même. Le deuxième récit concerne les sirènes de Gotham, les Gotham Sirens, avec un titre, une histoire intitulée Une soirée entre filles. Alors, je crois que tu l'évoquais justement tout à l'heure, Alexandra. Puisque c'est une soirée entre filles, je te laisse la parole. Mais donc, on a été plus ouvert quand même. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a des trucs que je me souviens et que je me souviens pas parce que ça m'a moyennement aimé. Alors celui-ci, je me souviens moyen. Donc je crois qu'on retrouve du coup Catwoman et Poison Ivy qui font équipe avec une nouvelle qui, je sais pas d'où elle sort Qui est un d'ailleurs. cyborg. Qui est un Ouais, cyborg. ouais, oui. Donc du coup, voilà. Bon, elles font équipe pour, je sais plus. Bref, il y a des filles et elles font la bagarre et c'est sympa. Ah, tu vois que t'as aimé. Non. Et dans ce groupe-là, elles font un peu office à intégrer cette nouvelle cyborg en disant mais alors du côté de Catwoman, tu verras, c'est trop cool. Poison Ivy qui lui dit ouais, c'est trop cool, ouais, mais en même temps, on sait pas. Bref, je ne saurais pas quoi dire de cette nouvelle que malheureusement elle est introduite au début. Alors tu sens que du coup, elle a été un peu opprimée, elle est utilisée par un homme, et elle décide de prendre contrôle d'elle-même. Donc en fait, c'était un mec qui fait plusieurs robots comme ça. Et puis lui, il a pensé cette fille-là comme un peu son robot de compagnie. Finalement, il décide de voler ses propres ailes, retrouve les filles et prend son indépendance avec ces filles-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Gotham Sirens, ce sont un peu le symbole de l'indépendance. Pourquoi pas? Mais là, encore une fois, c'est vraiment les 2 récits que j'ai pas aimés, parce qu'après, je vais l'habitude à kiffer les trucs. Je comprends pas pourquoi on nous introduit ça. Pareil, le magistrat est un petit peu plus expliqué, mais c'est vraiment en toile de fond, quoi. Ouais, C'est pas très c'est pas là bien. où il a le rôle principal, clairement. Non, mais C'est il est vrai toujours que. là. Ce que je veux Oui, dire, oui. c'est que il est dans chaque récit et ça, c'est intéressant. Et il y a une ou deux connotations où tu te dis, bon, d'accord, je perds pas trop mes repères, je vois où c'est. Mais c'est vraiment concentré sur un peu un récit feel good qui n'est pas en soi mauvais, hein, c'est pas ce que je dis, mais qui n'a rien de pertinent et qui passe très vite. Et en fait, j'étais assez pressée d'avoir la suite, quoi. Même si je suis toujours friand de voir du Poison Ivy, hein, je dis pas, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup et que je vois plus souvent dans les comics. Voilà, je trouvais que c'était pas fou, quoi. Et alors en termes de gros sabots, waouh! Enfin, comme tu le disais, C'est l'antagoniste, ça. c'est quand même une espèce de scientifique qui fait un qui fait un robot dont on dit qu'il l'a conçu à partir de l'esprit d'une adolescente mourante. Il l'a Ouais, bah ouais, abandonné, c'est pas très il en a fait révolutionnaire. une espèce de robot de compagnie. Il l'appelle My Pet, donc mon animal de compagnie pendant tout le comics, et elle essaie Mm. de prendre son indépendance en rejoignant les Gotham City Sirens. Enfin, je suis à 300% pour du comics inclusif, féministe, etc. Mais enfin là, c'est juste du gros sabot qu'on t'envoie à la face, en fait. C'est même pas inclusif, c'est juste absurde à quel point c'est manichéen. Enfin, il lui manque plus qu'une carte au parti nazi et puis et puis c'est fini. Enfin, c'est juste absurde. Surtout que ça résume vraiment toute l'histoire qui, à part la relation un peu mignonne entre les 3 filles, est scénaristiquement d'une vacuité quand même assez affolante. Bon, encore une fois, comme deuxième récit du Future State, enfin c'est vraiment, mais je te rejoins entièrement, c'est vraiment ces 2 récits, commencer par ces 2 récits-là, c'est vraiment très étrange. J'aurais même pratiquement aimé que celui-là, on en fasse complètement l'impasse pour enfin commencer avec des vrais récits Batman Future State. Là, c'est un peu contre-productif. Heureusement, ce sont des comics qu'on va vite oublier parce qu'on va vite rentrer on va enfin mettre les pieds dans le plat par la suite. Mais celui-là, en plus, il est particulièrement moche. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi, c'est vraiment le plus moche de tous. Et c'est peut-être même le seul récit sur les 2 volumes que je qualifierais objectivement de moche, alors que certains ont des partis pris qui peuvent être douteux ou appréciés, mais des partis pris un peu plus forts. Là, le trait, c'est Emanuela Lupacchino, que je ne connaissais pas. Et je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça juste brouillon. Et je ne comprends pas comment. Enfin, l'un des personnages phares de ces Gotham City Sirens, c'est évidemment Catwoman, qui n'a absolument rien à voir, mais alors rien du tout, avec la Catwoman, le récit Future State Catwoman, qui a lieu à la fin du 2e volume, qui pourtant se déroule aussi la même année, en 2025.
et c'est juste pas du tout la même Catwoman en termes de costume, en termes de caractérisation, en termes de combat, ça n'a juste absolument rien à Bah, voir. parce que là, c'est une Catwoman Gotham City Sirens, en fait. En fait, c'est pas vraiment que tu t'occupes de Catwoman ou de Poison Ivy. Tu parles plutôt d'un groupe, vu que tu les vois souvent à 2, voire à 3, du coup, avec la fille robot. Et c'est plutôt mettre en avant, en fait, entre guillemets, quelque chose d'assez girl power. Pourtant, qui est tellement mieux fait à la fin du récit avec Cassandra Cain, Batgirl et Stephanie Oui, Brown. Là, je complètement. me suis dit, ok, là vraiment, on a un groupe de filles. En plus, il y a un vrai récit derrière. Il y a de vrais enjeux. Il y a des rebondissements. Là, Ne en fait, spoil dès le pas nos début, prochains récits, Alexandra. bah là, c'était plutôt plat, quoi. Donc, je pense mais qu'en fait, ça rentrait comme quota et qu'ils ne mettaient pas forcément en avant tel ou tel personnage, mais qui mettait en avant, voilà, bah, ok, City, ça. Oui, ça, je suis d'accord, c'est juste que je trouve que ça interroge vraiment sur la consistance éditoriale du Future State, de se dire que le même personnage est écrit de deux façons radicalement différentes entre deux récits qui sont supposés être pourtant la même année, alors qu'on est supposé être dans un Future State qui est quand même commun à tous ces récits, et où chaque duo d'auteurs, enfin chaque équipe est supposée avoir reçu quand même une certaine bible, c'est quelques instructions pour que l'ensemble soit cohérent. Là, clairement, il y a une rupture qui est complète entre deux visions du même personnage, et c'est juste assez curieux, en fait. Ça empêche vraiment d'apprécier un Future State, un vrai Gotham de 2025 crédible, d'avoir de telles inconsistances. Bon, il y a d'autres inconsistances sur lesquelles on reviendra plus tard, mais là, c'était assez frappant parce qu'on a vraiment un même personnage qui apparaît dans deux comics différents, et c'est juste le jour et la nuit entre ces deux apparitions, en fait. Ok, Ça aurait alors pas pu être trop financé conquis. aussi. Yanda, on t'a pas entendu sur le sujet. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe au gros morceau de ce premier volume? Je vais rajouter rapidement ma petite pincée de sel aussi, puisque ça fait partie des récits qui, bah, à l'instar de mes camarades, ne m'ont pas marqué, loin de là. J'ai été déçu parce que pour le coup, Emanuela Lupacchino, je l'avais déjà vu sur d'autres titres et c'est en règle générale un trait que j'aime bien, notamment sur des couvertures qu'elle a eu l'occasion de faire, que je trouvais très, très chouette. Et là, effectivement, c'est quand même, c'est quand même du Emanuela Lupacchino en très petite forme. J'ai été extrêmement déçu des costumes et des designs de costumes, que ce soit pour Poison Ivy ou pour Catwoman, qui sont, j'ai presque envie de dire d'un autre temps, c'est-à-dire que c'est faussement sexy, c'est pas nécessaire en plus, enfin vraiment ça apporte rien. Et effectivement, l'histoire, ouais, je vais pas répéter ce qu'a dit Siegfried parce qu'il l'a très bien dit et c'est complètement ça. Je suis complètement pour l'inclusivité, la diversité et des propos féministes et intéressants. On est à des années-lumière de tout ça avec ce récit et c'est d'autant plus dommage pour l'équipe des Gotham City Sirens, quoi. Ça méritait tellement mieux. Et effectivement, c'est un des récits qui m'a fait revenir dessus lorsque j'ai lu le Catwoman qui est dans le tome 2, où j'ai beaucoup plus apprécié le personnage et je me suis dit, mais attends, ça se passe quand par rapport à l'autre? Et effectivement, le décalage temporel qu'il y a entre les deux ne justifie pas, à mon sens en tout cas, le grand écart de caractérisation qu'il y a entre les deux persos, quoi. C'est flagrant. Oui, tout à fait. Il y a à peine 2 ans d'écart entre les deux histoires. On reviendra sur l'autre histoire à la fin, puisque c'est la dernière. Mais effectivement, c'est assez surprenant la différence Alors, qu'il peut y avoir dans le traitement du personnage. ça, c'est un des gros problèmes, je trouve, c'est que sur la timeline officielle publiée par DC Comics au suivi du Future State, ces deux récits ont lieu la même année. Catwoman et Gotham City Sirens ont lieu en 2025. Ok. Ah Mais ouais? ça, on y Encore reviendra en pire, alors. parlant de la fin. Ouais, ouais, On ouais. y reviendra en parlant de la fin parce que c'est un des gros problèmes que j'ai relevé, mais ça fait partie des choses qu'on évoquera à la fin du deuxième volume. Mais il y aura un truc à dire là-dessus, en tout cas, effectivement. Ok. Mais On met ça, disons on que met ça de ça pose côté, encore alors. plus de problèmes, voilà, effectivement, cette caractérisation. Il y a même pas d'écart temporel pour justifier quoi que ce soit. On reviendra dessus tout à l'heure, effectivement. Et je vous propose d'enchaîner avec le gros morceau, peut-être, de ce premier volume, le nouveau Batman. C'est comme ça qu'il est intitulé, avec un titre qui s'appelle Entrée en matière. Alors, justement, ce sera peut-être l'entrée en matière, enfin, de notre podcast, concrètement, pour ce Future State Batman. Alors, tiens, Yanda, je te laisse l'honneur de nous parler de ce nouveau Batman. De ce Next Batman. Tout à fait.
Eh ben écoute, effectivement, premier gros morceau, s'il en est. J'avais effectivement suivi, mais sans aller très loin, toutes les annonces et tout qu'il y avait eu, en me disant: «Je jugerai sur pièce». Et c'est ce que j'ai fait en lisant ce future state et globalement, j'en ressors plutôt conquis. Ça m'a en tout cas je pense que ça a réussi, sa mission dans le sens où, à la fin de, ce numéro de Future State, j'avais très envie d'aller lire la série, The Next Batman Second Son, qui est, la vraie série, on va dire, de John Ridley sur ce personnage de Jace Fox. Mais je trouve que, sans être non plus, hyper original et hyper fort, le propos est intéressant, il y a la notion de la famille, en plus c'est la famille Fox, il y a des interactions et des enjeux à différents niveaux, que ce soit par rapport à la mère qui qui du coup se retrouve un petit peu en opposition. Ça fait référence, pour le coup, c'est un des premiers, et c'est même le premier qui fait référence à des éléments de continuité, du coup, à l'instant T, quand ça parle, par exemple, de ce qui est arrivé à Lucius Fox avec Punchline. Voilà, c'est des choses que je me suis dit: ah, ok, d'accord, ok, voilà, bon, ben ça, je note parce qu'effectivement, ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin et de creuser plus et d'en apprendre plus à la fois sur ce personnage de Jace Fox parce que, bah, au final, on n'en sait pas tant que ça. Donc, c'est un numéro qui a très bien fonctionné sur moi à plein de niveaux et visuellement, c'était très joli. C'était très sympa. Et toi, Siegfried, qu'as-tu pensé de ce Next Batman? Alors, comme on aura pu le sentir au début, j'étais un peu déçu quand même parce que la promesse d'un Batman fait par Don Ridley était quand même assez forte. Bon, Don Ridley, c'est pas du tout quelqu'un que j'admire particulièrement, hein. 12 Years a Slave, c'est pas un film que j'ai particulièrement apprécié non plus. Bon, il a quand même scénarisé U-Turn de Oliver Stone, qui pour moi est vraiment un film formidable, mais bon, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le reste. Donc, j'étais très curieux de voir ce que ça allait donner. Je m'attendais surtout à ce qu'il utilise le prétexte d'un Batman afro-américain pour vraiment poser des questions sociales pertinentes et pas trop souvent reléguées au second plan par Batman, alors que je pense que ça devrait être fondamental dans le combat à la fois de Bruce Wayne et de Batman. Donc là, c'était quand même une bonne occasion, un beau prétexte pour relancer un peu toutes ces problématiques, en plus extrêmement d'actualité, bien sûr. Et j'ai trouvé que ça restait assez superficiel de ce point de vue-là. On commence par poser quelques questions sur la légitimité de la police et de la justice et l'utilité de poser des masques, mais à chaque fois, on pose ces questions vraiment en surface, sans du tout aller très loin, puisque c'est parasité aussi par les premiers pas de ce nouveau Batman qui est à la fois un peu naïf, découvrant un peu sa nouvelle mission, mais qui est en même temps déjà un gadget et un peu d'assurance, dont on ne sait pas trop d'où ça vient. Et en fait, au bout des 4 fascicules, on ne saura toujours pas pourquoi est-ce qu'il porte ce costume, pourquoi ce logo, d'où viennent exactement ces gadgets. Enfin, il y a quelque chose qui est assez flou sur le statut de ce nouveau Batman. Ce qui est un peu dommage, d'ailleurs, pour un récit qui s'appelle The Nouveau Batman, on s'attendrait à vraiment retrouver le background du nouveau Batman et pas juste à ce qu'il nous soit balancé comme ça. Voilà, c'est un nouveau Batman, c'est Team Fox, donc c'est pas, contrairement à ce qu'on avait pu croire pendant longtemps, Luke Fox, l'ancien Batwing, Batwing. c'est ça? Oui, Mm. mais c'est un autre fils de Lucius qui apparemment a fait un service militaire un peu obscur, un peu secret quelque part, et qui revient après un certain temps en portant ce costume, donc qui a pas forcément de lien avec Batman, avec Gotham. Donc voilà, c'est vrai que ça pose pas mal de questions C'est vrai auxquelles on qu'il est n'aura pas de posé réponse. un peu comme ça, ouais. Ok, on n'aura pas de réponse, qui est un peu frustrant parce que une des premières questions quand même, enfin, une des premières choses qu'on a vues sur chacun des Robins ou chaque personne qui a essayé de porter la cape, c'est quand même d'où il vient, pourquoi il a envie de porter ce costume-là. Et là, au bout de 4 fascicules, on n'a toujours aucune réponse de ce point de vue-là, donc c'est un petit peu étrange. Par ailleurs, j'ai trouvé le récit quand même relativement manichéen. C'est enfin un récit qui, pour le coup, pose bien Gotham, pose bien les Peacekeepers, quel est le combat donc du nouveau maire Nakano, qu'on avait d'ailleurs vu dans les Batman ou les Detective Comics, je me souviens plus exactement, mais enfin, on avait vu quand cet ancien policier qui avait perdu son partenaire dans un événement lié à Batman avait décidé d'en vouloir à la terre entière et surtout à Héros Masqué, puis s'était présenté à la mairie et du coup en tant que maire avait commencé à mener une politique vraiment très anti-masque. Et donc on comprend comment ce même maire, quelques années plus tard,
peut avoir donné autant de pouvoir aux magistrats pour exercer une politique sécuritaire anti-masque. Donc là, il y a quelque chose d'assez cohérent, et donc enfin, on a cet univers qui est posé beaucoup mieux qu'après Gotham City Sirens, notamment, qui était quand même assez superficiel sur ce point-là. Mais d'un comics dont on pouvait attendre un peu de questions sociales, j'ai regretté qu'il s'autorise autant de manichéisme, parce que cette société, le magistrat, on a littéralement des policiers qui ont l'ordre donc de tirer à vue, qui vont crier « pas de témoins », qui vont dire « je me fiche des civils », je cite, hein, « ce meurtre n'est pas de mon ressort, seuls les masques m'intéressent ». Donc voilà, en gros, c'est juste des connards. Il y a vraiment pas de volonté d'introduire la moindre nuance. Tout ce qu'on comprend, c'est que Nakano a eu tort de céder autant de pouvoir, une espèce de police secrète qui a pris beaucoup trop de pouvoir et qui sont juste des gros méchants qui veulent le pouvoir. Et point final. Bon, c'est un petit peu dommage. Par ailleurs, l'histoire est vraiment ténue. En gros, ce nouveau Batman va sauver va d'abord enquêter sur un meurtre assez brutal, retrouver les deux coupables, comprendre que ces deux coupables avaient leur motivation, mais va décider de les livrer à la police, parce que c'est comme ça qu'il faudrait faire dans un État démocratique. Le problème étant que les Peacekeepers le traquent lui et risquent de les tuer eux aussi. Donc, il va devoir les livrer à la police sans passer par les Peacekeepers qui, normalement, sont la nouvelle police. Enfin, voilà, tout en ayant une espèce de dilemme moral, parce que ce sont quand même des assassins, mais il ne veut pas qu'il arrive trop malheur parce qu'il comprend leurs raisons. Donc, ça aurait pu donner lieu à quelques interrogations intéressantes, mais globalement, ça va surtout être une course-poursuite entre les Peacekeepers et ce trio-là, à partir du moment où ce nouveau Batman prend la décision de les aider. Donc ça reste quand même relativement léger. Et je me suis posé une question, en fait, c'est si ce récit avait été un récit Bruce Wayne au lieu de Tim Fox, est-ce qu'on lui aurait donné de l'intérêt? Et pour moi, la réponse est clairement non. Ça aurait été un récit Non, je pense pas, ouais. vraiment, l'intrigue en elle-même est totalement quelconque. Ce qui est vraiment intéressant, par contre, c'est toutes les apparitions de la famille Fox. Parce que là, pour le coup, on se demande vraiment, quand on voit Lucius Fox utilise la technologie et les moyens de Wayne Enterprises pour combattre aux côtés du magistrat. Et il donne vraiment tous les pouvoirs possibles au magistrat, et apparemment, c'est pas du tout il a pas du tout de rôle secret ou quoi que ce soit. Il a l'air vraiment de soutenir à 100% le magistrat, de même que sa femme est celle qui, littéralement, aide Nakano à trouver des prétextes, des prétextes légaux, des assises légales pour le pouvoir, le pouvoir extraordinaire, le pouvoir d'exécution assez fascisant, en fait, du magistrat. Donc on a un couple qui généralement était plutôt positif dans les comics, surtout Fox, et qui a vraiment été clairement du mauvais côté. Et puis évidemment, on a cette relation avec Luke Fox. Donc on a un peu cet ancien pseudo Batman qui est confronté au nouveau pseudo Batman, mais aucun des deux ne connaît bien le rôle de l'autre, donc ce qui est plutôt chouette. Et ils ont une sœur qui pose toujours les questions pertinentes, qui est un peu une espèce de face du lecteur, parce que elle vient perturber un peu les relations entre toutes ces personnes-là, en interrogeant chacun sur ses motivations, ce qu'il veut, est-ce qu'il est vraiment satisfait avec cet état de Gotham. Donc il y a plein de pistes plutôt intéressantes dans cette famille, plein de potentielles confrontations idéologiques entre chacun de ses membres, et ça n'aboutit nulle part, parce qu'en fait on comprend que tout ce Next Batman en 4 fascicules n'est qu'une espèce d'introduction, c'est ce que tu disais, Yanda, au Next Batman Second Son, qui serait le vrai comics, en fait, de John Ridley, qui fait donc directement suite à ça. Bon, c'est un comics qui a beaucoup de défauts aussi, Second Son, mais ça on y reviendra quand il sera publié en français. Donc il répond pas non plus à toutes les frustrations de The Next Batman. Mais voilà, ça reste quand même un comics qui pour moi était quand même une grosse déception, sauf sur le plan graphique. Parce que le premier numéro est dessiné par Nick Derrington, et c'est ce que disait Yanda, c'est vraiment très joli. On a une espèce de style à la Mazzucchelli, donc c'est à la fois enfantin, un peu cartoon, et en même temps arty. Enfin, c'est vraiment très joli. Il est remplacé juste après par Laura Braga, qui a un style un peu plus précis, un peu plus passe-partout, mais quand même assez joli, quand même avec des teintes pastel, des aplats de couleurs directs. Donc ça reste quand même ça commence à faire partie des récits vraiment très, très jolis de cette anthologie. Donc, au moins, de ce point de vue-là, ça se lit avec grand plaisir. On est intrigué par ce nouveau Batman, on est intrigué par une nouvelle dynamique qu'il crée, notamment dans sa famille, où tous les membres sont vraiment très liés à Batman. Mais voilà, j'ai éprouvé une certaine frustration sur le fait que l'intrigue en elle-même est quand même vraiment faible. Et comme je l'ai dit, si ça avait été du Bruce Wayne, on aurait juste trouvé ça au mieux passable, et sur le fait que ça s'achève vraiment très vite, sans exploiter aucune des relations qui est créée, sans exploiter aucune dynamique qui est créée, ça s'achève vraiment d'un coup.
sans donner lieu à une suite directe. Mais en invitant donc à lire ce Second Son qui n'était pas directement annoncé au moment où on découvrait The Next Batman. Donc ceux qui ont découvert The Next Batman en espérant une histoire autocontenue, disons 4 fascicules, c'était quand même extrêmement court, mais une histoire autocontenue de Don Ridley avec un nouveau Batman pouvait être un peu frustré par cette fin quand même abrupte qui ne répond pas à beaucoup de questions et qui n'introduit pas beaucoup de nuances ou de réflexions dans cet univers-là. Mais voilà, heureusement, on a cette espèce de suite dans Second Son dont on reparlera à l'occasion. Oui, alors tu disais justement, Siegfried, que cette histoire serait peut-être moins intéressante si c'était Bruce Wayne, mais justement, moi, je trouve que ce qui était intéressant, c'était de voir la différence entre le Batman de Bruce Wayne et ce Batman-là. D'ailleurs, il est vachement mis c'est vachement mis en avant dans le récit, c'est-à-dire qu'il est toujours en train de s'interroger. Et si c'était le vrai Batman, est-ce qu'il aurait fait ça? Et si c'était le vrai Batman, est-ce qu'il aurait réagi comme ça? Est-ce qu'il aurait fait... Enfin, tu vois, il y a ce parallèle qui est constamment mis en avant. Et moi, je trouve que c'est aussi ça qui fait l'intérêt de cette histoire, au final. C'est de voir ce nouveau Batman, comment il se débrouille et le parallèle avec le vrai Batman, entre guillemets, Ouais. qu'on a l'habitude de voir. Finalement, je me dis que Bruce Wayne aurait fait exactement la même chose, en fait. Il se serait posé les mêmes questions. Enfin, il aurait vu un meurtre, il serait allé appréhender les deux criminels. Bah il non, aurait vu l'histoire peut-être des pas. criminels, il aurait essayé de les aider. Moi, je vois pas, j'ai pas vraiment Bah, éprouvé peut-être pas forcément, on sait pas en fait. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est l'idée aussi qu'on part dans l'idée que c'est pas Bruce Wayne. Et moi, je suis un peu d'accord avec Nico. Une des forces aussi du récit, c'est de voir qu'il y a une autre personne qui porte le costume et qui le fait de toute façon différemment parce que c'est un autre personnage. Et lui se pose beaucoup plus de questions. Et lui, face au port des armes, par exemple, ou à l'utilisation des témoins, ou comment il gère la relation avec la police. Ok, il y a des ressemblances avec Bruce, mais c'est pas forcément des ressemblances avec Bruce, c'est des ressemblances avec Batman. C'est parce qu'il devient Batman, donc il sait qu'en fait, il y a une part où il doit être lui, et il y a une part où il doit respecter une sorte de schéma batmanien, si tu veux, et un code de vie et de costume et de mentalité, bref, qui fait que voilà, c'est un masque qu'il porte et il doit porter les responsabilités. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec tout l'enjeu politique et tout, et avec ces policiers, enfin cette force militaire qui veut tuer les gens avec les masques, etc. Enfin, on est dans un monde de super-héros. Le masque en soi comme objet est super intéressant. Et pour moi, de me dire, bah voilà, en fait, c'est une ville qui veut plus du tout de masque parce qu'ils veulent plus de simplicité, mais finalement, ils partent complètement dans des guerres civiles. Même si c'est vrai, je suis d'accord dans ce que tu disais que c'est peut-être pas assez développé, c'est quand même montré, c'est quand même dit. Et moi, ça m'a vachement intéressée. On voit un peu les enjeux politiques avec la maire de Fox qui est un peu dans ce domaine-là, les discussions, etc. On voit aussi comment ça se passe sur le terrain avec, des militaires qui n'ont pas de cerveau et qui font ce qu'on leur dit, mais voilà, c'est typiquement la mentalité militaire, et c'est intéressant de voir ça à Gotham et de voir d'autres personnes que la GCPD. Donc, pour moi, j'ai aimé. Enfin, c'était pas des prises de risque, mais c'était de la nouveauté, et de la nouveauté assez excitante pour moi en termes de lecture. Un de mes problèmes aussi, c'est que cette nouveauté d'une ville qui ne veut plus de masques, qui est assez stimulante en soi, elle arrive quand même 35 ans après Watchmen, qui avait déjà eu la même idée, 5 ans après la Civil War de Marvel, qui avait déjà la même idée, et donc finalement, des comics qui ont posé cette interdiction des masques comme interrogation politique du statut du super-héros, on en a déjà eu, et qui allait vraiment très loin. Donc, oui, mais on n'en a pas eu dans l'univers de Batman. Après, je suis d'accord que ça va pas très loin, mais au moins, on l'a ici. Est-ce que ça peut aussi peut-être être prémisse, tu vois? Il y a un scénariste qui va lire ça, qui va se dire, bon, ok, ça a commencé, ils ont fait un premier truc, donc ça veut dire que je peux faire ça dans cet univers de Batman. Peut-être que moi, je peux y aller plus loin. Mais au moins, ça existe, ça a le mérite d'exister. Oui, sauf que pour moi, voilà, ça a déjà eu le mérite d'exister. Et donc, si on veut réadapter ça à la sauce Gotham, autant le faire bien en fait. À partir du moment où on part de Watchmen, si c'est juste pour dire tiens, je vais faire la même chose je vais reprendre la même idée que dans Watchmen, mais la faire 10 fois moins bien, mais sous prétexte que c'est à Gotham, ça passe. C'est un petit peu dommage. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose du coup sur ce Next Batman, ou est-ce qu'on enchaîne avec Robin? Et là, je sens que ça sera pas la même sauce. Non, on peut y aller sur Batman, sur Robin. Sur Robin, tiens Alexandra, vas-y, tu as la parole. Je te lance sur Robin, un récit qui s'appelle Immortel.
ne pas confondre avec la musique. Mais est-ce que justement, ce Robin immortel, comment tu l'as senti? Je suis mitigée. Alors, il y a une partie de moi qui était pareil. Moi, dans la curiosité, dans le fait de lire des nouveaux trucs, je me suis dit, c'est sympa, on voit Tim Drake. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est quand même pas souvent qu'on le voit, pas souvent qu'il a la lumière sur lui, parce qu'il n'y en a que pour Nightwing. Là, il y a tout le temps des gens qui sont fans de Nightwing, ça m'énerve. Non, je déconne. Voilà, c'est un personnage qu'on voit un petit peu plus dans la série Detective Comics chez Rebirth, mais là, qu'elle mérite d'avoir du coup un récit sur lui et qui part totalement en vrille. Alors, donc voilà, ça parle de lui, mais le problème, c'est que ça parle de lui encore dans un côté très émotionnel. Voilà, il se pose plein de questions. Quelle est sa place en tant que Robin? D'un côté, c'est pas si déconnant que ça et c'est intéressant parce que c'est pas forcément que c'est de la concurrence entre eux, mais ils sont plusieurs. C'est plusieurs garçons qui ont des relations différentes avec Batman et qui veulent quand même avoir la lumière sur eux. C'est toujours des acolytes, mais ça ne peut plus être des acolytes avec l'âge qu'ils Pas ont. les alcooliques, c'est pas pareil. Et des alcooliques. En même temps, avec Bruce, tu m'étonnes, tu dois peut-être un peu boire pour le supporter. Mais donc voilà, j'ai pas été très très fan parce que je trouve que c'était pas très subtil pour le coup. Comme c'est venu après le récit de The Next Batman, j'ai vraiment préféré ça, mais j'ai aimé l'idée qu'il soit mis en avant et qu'on ait essayé de titiller un peu sur ses peurs les plus profondes, où il doit du coup prendre, à un moment donné, il prend une sorte de drogue qui le rend un peu hors de lui-même et qui va jusqu'à aller sur la notion de sacrifice. Donc c'est intéressant, on se dit, bon, bah, qui est vraiment Tim Drake? Comment il se positionne par rapport à Batman? Mais ça n'a pas été plus loin, malheureusement. Je pense qu'il aurait fallu tout un comics pour exploiter ça. Alors oui, pas de Dick Grayson dans ce Robin, mais Yanda, qu'en as-tu pensé? Alors, bon, déjà, Eddie Barros au dessin, ça fait plaisir. Ouais, c'est très, très beau. Et c'est très chouette. La colorisation aussi est très très cool. Mais je crois que c'est la personne avec qui il bosse d'habitude et donc, enfin, clairement, ça se sent et ça marche bien. Adriano Lucas aux couleurs. Je crois que c'est avec qui ils bossent ensemble souvent. Je m'avance peut-être un petit peu, mais en tout cas, j'ai reconnu le travail d'Eddie Barros avec la couleur comme j'ai pu le voir sur d'autres titres. Bref, alors je suis pas foncièrement très très fan de Tim Drake, même si le personnage dans Detective Comics Rebirth et tout ce qui lui est arrivé m'a un petit peu réconcilié avec lui. Mais c'est un personnage que je trouvais assez fade, justement en comparaison de tous les autres Robins. Et c'est quelque chose qui a changé. Et sur ce plan-là, ce titre Future State, pour moi, marche bien, dans le sens où on voit très clairement toute la personnalité de Drake et notamment son sens de la loyauté qui est hyper fort et hyper poussé jusqu'au sacrifice effectivement, et il le fait vraiment sans hésiter une seule seconde, même s'il est effectivement sous l'effet du dérivé du puits de Lazare. Tout à fait, ouais. Il y a vraiment, enfin voilà, il n'hésite pas une seule seconde et il a toujours cette intelligence décisionnelle et quitte à se sacrifier lui, et ça c'était très cool. Au-delà de ça, c'est pas je garde pas un souvenir vraiment hyper fort de cette histoire. Elle est intéressante pour le personnage de Tim Drake, mais toujours pareil, si on le replace dans la globalité de l'event Future State, c'est pas C'est pas le récit qui marque le plus, on est d'accord. non. Ouais. Après, c'est dur effectivement de passer derrière The Next Batman, c'est compliqué, mais voilà. Pour le personnage de Drake, c'est chouette, et je pense que les fans du personnage de Tim Drake seront contents, parce qu'il y a plein de choses qui sont faites, même si ça reste quand même assez léger, toutes les allusions qu'on peut avoir avec spoiler. C'est un peu trop léger, j'aurais aimé que ça aille plus loin pour ça, mais globalement, c'est quand même assez cool pour le personnage. Maintenant, l'histoire en elle-même, ouais. Je te rejoins sur le fait qu'il y a une dimension comique qui désamorce un peu la méditation qu'on pourrait quand même avoir sur Tim Drake, notamment les deux morts en fait de Tim dans ce récit, puisqu'il meurt quand même littéralement 2 fois. Et la première fois,
il a le cou brisé de façon assez ridicule, alors il fait une grimace assez C'est bizarre, vrai. mais heureusement, il a la nuque brisée en tombant dans une résine de Lazare, donc il se relève tout de suite. Puis à la fin, bon, il est supposé de nouveau mourir, et puis il y a de nouveau sa main qui sort de l'eau. Donc ça ajoute une touche qui est complètement décalée, et même si l'ensemble du récit est quand même relativement légère, là, on est vraiment dans de l'humour, de l'humour assez extrême, y compris par rapport au reste, qui dénote quand même complètement dans ce comics. On est presque dans une espèce de parti pris à DC's, en fait. On a l'impression que le scénariste s'est juste dit, tiens, il va rien se passer après. Il y a plein de personnages, je peux en faire ce que je veux. Donc, hop, Tim Drake va devenir une espèce de zombie qui peut mourir tant de fois qu'il veut, mais qui va ressusciter grâce à la résine de Lazare. Pour le coup, je suis pas sûr qu'un un vrai fan de Tim Drake va vraiment apprécier de le voir transformé en une espèce de clown zombie de la sorte, même si effectivement, à part ça, pour le reste, chaque moment de réflexion de Tim Drake sur lui-même et sur sa mission sont plutôt bien retranscrits. Mais il y a une espèce de désinvolture dans le traitement dramatique de Tim Drake qui est quand même assez étrange et qu'on excuse en fait surtout parce qu'on ne reverra jamais Tim Drake de toute manière dans la suite. Enfin, on le reverra un peu dans Future State Gotham, mais il va avoir un rôle totalement mineur, donc on n'exploitera jamais ce côté un peu zombie, mais ça donne une dimension un peu ridicule au comics qui est quand même franchement curieuse dans le Future State parce que ça ne ressemble à rien de ce que fait le Future State d'habitude et ça sert un peu à rien en fait. C'est juste gentil, mais c'est dommage parce que le dessin d'Eddie Barrows méritait quand même beaucoup mieux comme scénario, quelque chose de beaucoup plus poussé, de beaucoup plus intéressant, y compris sur Tim Drake, que cette espèce de clownerie. Enfin, ça s'achève un peu en clownerie, c'est un peu dommage. Un peu dommage, effectivement, même si on peut saluer le titre justement de cette série, inspirée par Lara Fabian. Merci Lara Fabian. Du coup, enchaînons. Podcast avec du budget, donc. Très bien. Ah oui, beaucoup oui. de budget, beaucoup de Ouais, matos. je vois ça. Tu l'auras remarqué. Ouais, tout à fait. Effectivement, nouvelle série, nouveau personnage mis en avant dans ce Future State. Cette fois, c'est Harley Quinn. Alors, je sais, Alexandra, que tu as arrêté de lire le Harley Quinn classique, Harley Quinn Rebirth. Voilà, donc qu'as-tu pensé de cette Harley Quinn façon Stephanie Phillips? J'ai trop aimé, c'était beaucoup trop bien. Alors déjà, au dessin, c'est Simone Di Meo et je suis extrêmement fan de son trait et du découpage des cases et des risques qu'il prend à emmener son personnage comme ça d'un bout à l'autre. Et donc du coup, Ouais, ça c'est peut très marcher dynamique, ouais. super bien avec Harley Quinn. Et le récit, il est court, il est concis, il est rapide, mais il est efficace. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Et donc du coup, en fait, on est typiquement sur Harley Quinn qui est chasseuse de primes. Donc on cerne pas très bien dans quel contexte elle est exactement, mais on sait juste que il y a du coup l'épouvantail qui l'engage un petit peu à récupérer les autres méchants parce que c'est un peu le bordel à Gotham et qu'il en a besoin. Et elle va se retrouver à plus ou moins l'obéir, mais tout en restant très consciente de ce qu'elle fait et très indépendante, très autonome. Et c'était très, très intéressant. C'est intéressant aussi pour l'épouvantail de le voir différemment aux manettes de certaines choses, au contact d'Harley Quinn. Le duo fonctionne super bien. Et puis, je pense qu'on est globalement, avec toutes les autres sorties qu'il y a sur Harley, hors continuité, on est sur une bonne compréhension du personnage. On est sur quelque chose d'assez proche de ce qu'elle peut être, c'est-à-dire, certes, elle est une fonceuse, une bagarreuse très loufoque et très imprévisible, mais elle peut aussi réfléchir. Une femme a un cerveau et elle sait très mieux l'utiliser pour le coup. Et puis voilà, ouais, franchement, c'était un super bon récit pour Harley, juste à prendre comme ça, à piquer hors Future State. Je pense que c'est une belle pépite, quoi. Puis surtout au niveau du dessin, c'est trop beau. Une belle pépite, Siegfried, c'est aussi ton avis? Globalement, j'ai trouvé ça trop court, et ce qui est plutôt une bonne chose en fait. Oui, c'est Mais une bonne nouvelle. un peu. Disons que j'ai trouvé quand même le portrait d'Harley Quinn un peu excessif au sens où on en fait vraiment une profileuse de génie, mais de génie au sens d'un génie dans un film, quoi. Génie à un point qui est assez irréaliste, puisqu'en gros, elle est enfermée dans une espèce de cage. L'épouvantail, enfin, Crane, puisqu'il a renoncé à son masque d'épouvantail, vient, lui dit rapidement, tiens, j'aimerais arrêter Pig. Tout ce qu'on sait, c'est voilà ce qu'il a fait dernièrement. Donc, je te résume en 3 lignes ce qu'il a fait dernièrement. Et Harley va lui dire, d'accord, ben fais ci, ça, ça et ça. Il va tomber dans le piège, tu vas le capturer comme ça tout de suite. Et ils font ça sur deux ou trois super vilains différents. Et en fait, j'ai trouvé ça limite un peu ridicule.
qu'on n'est pas, enfin, on n'est pas du tout dans la Harley que j'avais trouvé beaucoup plus chouette de Criminal Sanity par exemple, où on la voit vraiment profileuse, mais qui a besoin de mener une enquête. Justement, elle est intelligente et par son intelligence est montrée dans le fait qu'elle sait enquêter, elle sait réunir des indices, elle sait réfléchir, elle sait monter un plan. Là, c'est vraiment juste. C'est pire qu'un Hannibal Lecter, c'est vraiment dans son coin de cellule, elle est capable en 3 secondes, sans aucun élément, aucun indice, sans rien de concret, d'échafauder un élément sur un super vilain qu'elle connaît à peine pour dire exactement comment le piéger, comment l'arrêter. C'est un peu too much, mais on sent aussi que c'est parce que le récit est vraiment resserré, ce qui est un peu dommage. Et comme le disait Alexandra, je suis totalement d'accord pour le coup, il y a vraiment un chouette tandem entre Harley et Harley Crane, et j'aurais vraiment aimé un autre fascicule, un numéro 2 en gros qui serait intercalé entre le début et la fin, entre le premier fascicule et le deuxième, pour à la fois davantage montrer le développement de ce tandem qui là s'achève un peu trop rapidement, et rajouter surtout un peu de challenge pour Harley. Et voilà, ça aurait pu être l'occasion assez chouette de voir une Harley davantage sur le terrain, assistée de Crane. Enfin, il y avait vraiment une histoire à raconter là, presque un concept qui aurait pu donner lieu à une mini-série et qui s'achève, je trouve, un peu trop rapidement à cause des contraintes de raconter une histoire en seulement 2 fascicules, ce qui est un peu dommage, parce qu'effectivement, à part ça, le style, j'ai vu qu'il y avait beaucoup divisé. Beaucoup de critiques lui ont reproché. Enfin, c'est un style qui tire un peu sur le manga, qui est assez flashy, qui pour moi fonctionnait vraiment très bien, et j'aime beaucoup qu'il se distingue à ce point de tout le reste, d'autant qu'effectivement, enfin, c'est Simone Di Meo, donc c'est quelqu'un qui assume à fond son style et qui l'exploite quand même vraiment très bien pour donner un dynamisme fou à toutes ses planches, et notamment le combat à la fin contre Black Mask, et rivalise de dynamisme, surtout quand Crane redevient l'épouvantail. Enfin, il y a beaucoup de planches assez superbes, et Harley est extrêmement bien montré en personnage. En personnage puissant, dynamique, virevoltant et intelligent à la fois, donc c'était vraiment très chouette. Mais je trouve qu'un fascicule supplémentaire aurait permis de rendre le récit nettement meilleur que ce qu'il est là. Donc il est il est vraiment très agréable à lire, il est vraiment chouette, mais voilà, j'ai ressenti quand même une certaine insuffisance qui aurait pu être compensée par une exploitation un peu plus longue des concepts qu'il pose. Mais déjà ça montre qu'il pose des concepts qui pour moi fonctionnent vraiment très bien, donc c'est déjà quand même plutôt très bon signe dans cette anthologie. Oui, alors justement, Yanda, seras-tu aussi dithyrambique qu'Alexandra, on peut plus mesurer comme Siegfried? Je vais être un petit peu plus mesuré, mais globalement, c'est positif. J'ai préféré le 2e chapitre au 1er, pour la raison qu'a évoqué Siegfried. C'est-à-dire que pour moi, dans le 1er chapitre, Harley, elle est overkill, quoi. Effectivement, cette histoire d'aller piéger en 2 temps 3 mouvements, c'est trop. Et à l'inverse, son plan un peu façon arroseur arrosé dans le chapitre 2, j'ai trouvé ça très cool. Parce que ça démontrait de façon très juste et avec un très bon dosage toute l'intelligence du personnage, et sans aller dans l'excès qu'on avait dans le 1er chapitre. Donc ça, pour ça, j'ai préféré le 2e chapitre au 1er. Même si globalement l'histoire est intéressante, les personnages sont intéressants, ça marche bien, toutes les différentes interactions qu'on peut avoir, que ça soit entre Crane et Harley, mais aussi avec Black Mask. Et pour ce qui est du style graphique, je suis assez partagé aussi, parce que j'aime beaucoup le dynamisme avec le découpage, avec le style de Simone Di Meo. J'ai eu par contre parfois un peu plus de mal en termes de lisibilité sur tous les effets de flou qu'on peut avoir sur certaines pages ou certaines cases qui, du coup, moi en tout cas, à certains moments, mais ça c'est parce que je suis vieux, j'ai les yeux qui commencent à faiblir, ça me gênait un peu en fait. Je trouvais que ça n'apportait pas forcément grand-chose à justement la partie artistique. Alors qu'à côté de ça, le trait de Dino est super chouette. Le dynamisme, comme l'a dit Siegfried, dans les séquences de combat et tout, c'est génial. Le rendu est vraiment top. Mais voilà, ce flou et cet abus un peu de lens flare, de lumière et tout, des fois ça marche et des fois c'était un peu trop. Donc voilà, il y a certains moments, que ce soit dans le récit ou dans la partie visuelle, ça tombe un peu dans l'excès et c'est un petit peu dommage. Mais globalement, c'est très chouette. Moi qui suis pas fâché avec le personnage, mais qui en tout cas a arrêté de lire du Harley depuis très longtemps, j'ai globalement trouvé ce récit très cool.
Ok, très cool pour Harley Quinn. Effectivement, j'ai l'impression que c'est plutôt un bon point, grosso modo, si on fait une moyenne. Et je vous propose qu'on enchaîne rapidement parce que je vous avoue que le temps passe et il va falloir aller un petit peu plus vite, les gars, pour tous les récits qui nous restent. Sinon, on va faire 3 heures de podcast. Les Outsiders, tiens, c'est le prochain récit qui est sur la liste avec un récit intitulé Hors limite. Bon, peut-être pas celui qu'on retiendra le plus. Peut-être un petit mot rapide, Siegfried. Très rapidement, déjà, je pense que les deux seront d'accord pour dire que le dessin de Sumit Kumar est absolument magnifique. Enfin, il y a quelques planches qui sont vraiment superbes. Ah oui, de ouf. Globalement, les personnages sont assez classe. Il y a quelques jolies planches. C'est un peu plus inégal, mais enfin, il y a quelques planches qui juste cassent les rétines. Enfin, c'est vraiment magnifique dans l'ensemble, avec quelques planches vraiment exceptionnelles. Donc, ça retient l'attention beaucoup plus par son dessin que par son scénario, qui est un chouette scénario, hein, sur un team-up entre Signal, Katana et Black Lightning. Donc, c'est surtout là pour montrer ce que font ces personnages pendant les événements qui ont lieu à Gotham, de comment ça constitue une espèce de mini-résistance, mais qui n'a pas forcément d'impact sur les enjeux plus globaux de Gotham. Mais les trois personnages sont plutôt bien représentés. Ça fait plaisir de voir Katana, qui est quand même extrêmement peu exploité dans l'univers DC Comics, mise à ce point en valeur, et de voir ce team-up que j'avais jamais vu auparavant, qui est plutôt bien mis en scène, qui est plutôt agréable. Les trois personnages fonctionnent bien ensemble, et voilà, c'est vraiment relevé par un beau dessin, donc ça se lit très bien. C'est pas du tout mémorable en termes de scénario, mais ça se lit quand même vraiment bien, notamment parce que on est quand même en admiration constante devant les dessins, et en fait on attend plus la planche suivante davantage pour le nouveau dessin qu'on va découvrir que pour la prochaine péripétie de l'histoire, dont on se fiche un peu plus. Je suis assez d'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que dit Siegfried sur ce récit? Très rapidement, pour moi, je suis globalement tout à fait du même avis que lui. C'est pas un récit qui a la prétention d'être mémorable et ça fait très bien le taf. J'ai trouvé une vibe un peu Sean Murphyesque au trait de Sumit Kumar que je ne connaissais pas du tout. Mais il a quand même son style. Hein. C'est pas, on n'est pas sur un ersatz de Sean Murphy. Ça fait penser un peu à du Sean Murphy. Et quel plaisir de retrouver les couleurs de Jordi Belair. Ça cartonne. Hein. Vraiment, visuellement, c'est une patate. Tout à fait. Jordi Belair, toujours en chaud patate, comme on dirait, pour reprendre ton expression. Bon, les Outsiders, plutôt pas mal dans le dessin, assez simple dans le scénario, j'ai envie de dire. Et du coup, peut-être enchaîner avec le dernier récit qui compose le volume 1 de ce Gotham Future State, c'est les Bad Girls. Et tiens, je vais passer la parole à Siegfried. Tu vas remplacer Alexandra qui devait évoquer ce récit. Mais bon, quelques petits problèmes techniques auront eu raison d'Alexandra ce soir. Ça tombe bien, je pense la même chose qu'Alexandra de cette histoire qui fait aussi partie de mes 2 ou 3 récits préférés de l'ensemble du Future State. Donc on n'est pas forcément d'accord sur ce top 3, mais on est d'accord sur le fait que Batgirl doit y appartenir. Alors, tu sais, Siegfried, désolé, je te coupe avant que tu entames, mais ah oui, la fameuse alerte, pardon. Quand tu as un avis positif sur le podcast, je suis obligé de lancer l'alerte rouge. Voilà, alerte rouge. La réputation que vous me faites ici, c'est terrible. Donc c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Au début, j'étais assez circonspect parce qu'on a une relation assez curieuse entre les deux personnages principaux, dont on se demande un peu d'où ça vient. Stephanie Brown notamment aurait trahi la Bat Family, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, et ça me paraissait un peu facile comme prétexte pour qu'il y ait un antagonisme entre deux personnages. J'avais peur que ça les trahisse un petit peu, et puis en fait, à partir de la fin du premier fascicule, on comprend où le scénariste voulait en venir, et le deuxième fascicule donne complètement sens à tout ce qui avait lieu dans le premier. Donc en fait, l'ensemble est vraiment impeccable, et en fait c'est tout ce qu'on pouvait attendre de ce Future State, dans le sens où c'est vraiment un vrai récit autocontenu. Pour le coup, on n'a vraiment aucune frustration sur le fait qu'on n'aurait pas de vrais dénouements, de vraies conclusions. Tous les enjeux posés dans le premier fascicule trouvent leur réponse dans le second. Donc on a une super petite histoire de prison où deux des Bad Girls se retrouvent sans s'attendre forcément à se retrouver l'une l'autre dans cet endroit-là, et c'est de comprendre comment elles ont pu se retrouver, pourquoi chacune des deux est là, et en se méfiant un peu l'une de l'autre. Et le récit donc c'est une bonne histoire de prison qui est dense, qui sait respecter les personnages, qui est assez mignon même, parce qu'on a même un roster de second couteau
assez inattendu, mais qui parvient de façon assez cohérente à rejoindre les autres personnages. En plus, ces deux personnages finissent par rejoindre la Résistance, donc avec leurs fans Nightwing, Robin, Man-Bat, Batwoman, même Talia. Donc on a même le luxe d'avoir un lien avec le reste du Future State sans que ça soit trop appuyé, sans que ça paraisse lacunaire, sans qu'on en fasse trop. Enfin, c'est vraiment un parfait équilibre entre petits récits autonomes, autocontenus, mais enthousiasmants, mais avec des enjeux, mais avec un vrai combat et un vrai développement entre les personnages, et lien avec le Future State qui fait que c'est pas non plus un récit complètement autonome, balancé un peu arbitrairement comme ça. Voilà, ça fait vraiment complètement sens avec le reste et dans cette histoire elle-même. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé vraiment vraiment super. C'est clair, on sait où ça veut aller, c'est dense, les personnages sont bien écrits, c'est très joliment dessiné par Haneke, très très proprement. Ça casse pas la rétine comme Kumar, comme d'autres récits, mais c'est vraiment très propre, très respectueux. Donc c'est vraiment un très chouette récit. Yanda, c'est aussi ton avis du coup sur ces Bad Girls? Un récit intéressant et passionnant? Ouais, globalement, oui. Pour pas trop traîner, si le tome 1 met effectivement du mal à démarrer avec ses premiers récits, la conclusion, en revanche, c'est un feu d'artifice. C'est très, très bien écrit, ça fonctionne hyper bien. Les différentes dynamiques entre les personnages principaux, c'est très, très chouette. On se pose plein de questions au début et effectivement, le plot twist, un peu, qui m'a fait penser forcément, à Grayson, ça marche très bien dans ce cas-là, et c'est tout à fait justifié, et c'est très bien écrit, et visuellement c'est joli, ça fait très bien le taf en tout cas. C'est une excellente conclusion pour ce tome 1, et ça marche en tant que récit en standalone. Et effectivement, comme l'a dit Siegfried, même placé dans la globalité de l'Event Future State, ça marche tout aussi bien, ça apporte plein de réponses, ça pose bien les enjeux, et les réponses apportées sont vraiment, vraiment chouettes. Ouais, c'est vrai que c'est l'un des seuls récits où vraiment il y a une vraie conclusion, ou en tout cas tu attends rien derrière, tu n'as rien à y attendre, le récit se conclut, ce qui n'est pas le cas effectivement des autres récits de manière générale. Et tu as Donc, une vraie notion de quelque chose qui se passe au milieu ouais, de quelque chose de plus grand. c'est ça. C'est vraiment sur ce récit-là où je l'ai vraiment senti par rapport aux autres, où tu sens que c'est vraiment leur truc dans leur coin, mais t'as pas vraiment cette espèce de grande échelle. Là, dans les Bad Girls, complètement. Tu as Ouais, l'issue de la prison qui est assez chouette parce qu'on comprend du coup pourquoi on ne fait pas plus de lien avec le reste de l'univers, parce que le récit est forcément emprisonné dans cette espèce de huis clos qu'est la prison, là où les autres comics qui ont lieu a priori dans les rues de Gotham ou dans cet univers-là en extérieur, forcément on comprend un peu moins pourquoi on ne retrouve pas d'autres personnages, pour qu'il n'y ait pas plus de croisements. Là ça fait vraiment complètement sens. Et puis effectivement du coup l'évasion à la fin, c'est à la fois une évasion littérale des personnages qui sortent de leur prison et une évasion aussi de ce huis clos vers la résistance, vers le Future State. C'est-à-dire c'est la première fois qu'on voit une espèce de Bat Family au complet qui constitue la résistance, enfin qui est vraiment appelé, il y a un gros bandeau qui dit résistance. Donc c'est vraiment une bouffée d'air soudaine à la fois pour les personnages et pour le lecteur. Et ouais, c'est vraiment chouette. Et c'est plutôt habile de le replacer à la fin, parce que du coup cette bouffée d'air donne forcément envie de découvrir la suite. Ce qui aurait moins été le cas si on avait conclu sur du Gotham City Sirens ou d'autres récits un peu moins enthousiasmants. Et voilà, il a fallu qu'ils remettent un pic sur les autres récits. Ainsi se conclut le premier volume, et donc le deuxième volume de ce Batman Future State attaquait, lui, sur un récit qui concernait les Chevaliers d'Arkham, un récit intitulé Nouvelle Aube, et je crois que je n'aurai pas besoin de sonner l'alerte rouge, Siegfried. Alors, effectivement, en fait, c'est un peu comme le premier volume. Le second commence par le pire récit. Et on se demande presque s'il n'y a pas une démarche éditoriale dans l'idée de balancer les mauvais récits au début et les bons récits à la fin, pour que finalement on reparte avec une impression positive de la lecture de l'ensemble. Alors, c'est pas complètement honteux. Donc ce premier récit, c'est Arkham Knight, c'est comme scénarisé par Paul Jenkins, qui a priori peut susciter une certaine attente. Et donc ça raconte l'histoire d'Astrid, l'Arkham Knight qu'on avait vu dans la continuité, qui mène une petite équipe, notamment composée de Zaz, Harvey Dent, Gueule d'Argile, Dr Phosphore. Donc c'est une équipe a priori plutôt inattendue. Mais le problème, c'est que déjà il y a beaucoup trop de personnages.
il y a trop de Oui. récitatifs. Enfin, il y a vraiment des pavés de texte partout, même pas agréables à lire, même pas forcément bien écrits, même pas forcément hyper pertinents. C'est assez flou sur les enjeux. C'est parfois un peu confus dans le dessin parce qu'il y a juste beaucoup trop de choses qui se passent. Donc heureusement, quand il y a des moments de pause, je pense notamment à une longue discussion entre Astrid et le Docteur Phosphorus, ça c'est du coup assez chouette. Tout de suite, il y a une dimension un peu plus poétique, un peu plus lyrique qui est vraiment bien. Mais il faut ensuite de nouveau raconter l'histoire parce qu'on n'a que 2 fascicules, il faut aller vite. Donc il faut de nouveau vite remettre ces 10 personnages ensemble et puis combattre. Et du coup, on est complètement désengagé en fait en tant que lecteur parce que déjà, Astrid, c'est un personnage pour lequel on n'a pas d'empathie naturellement. Enfin, c'est un personnage qui était déjà relativement superficiel dans la continuité Batman en tant qu'antagoniste que Arkham Knight, hein, qui était un peu anticlimatique. Mais alors là, quand on nous la balance comme ça, comme espèce d'héroïne et de team leader, bah, ça ne suffit pas en fait. Il faudrait d'abord la légitimer avant qu'on commence à s'intéresser à elle en tant que meneuse d'équipe. Or, on n'a juste pas le temps de s'intéresser à elle ou de s'intéresser au reste de l'équipe, ce qui fait que ça va beaucoup trop vite, c'est juste beaucoup trop confus pour être vraiment bien. Donc, ça aurait pu passer. Franchement, c'est le genre de récit où on sent qu'il y avait quand même un début de potentiel, mais globalement, c'est juste beaucoup trop brouillon pour ce que ça devrait être. Donc, c'est très loin d'être un des récits les plus convaincants de ce Future State Batman. Ce chevalier d'Arkham reste-t-il un potentiel, Yanda, pour toi? Très honnêtement, je ne sais pas parce que je n'ai pas terminé la lecture, pour toutes les raisons que Siegfried a évoquées. C'est-à-dire que, déjà à la base, je partais avec un a priori, Osef sur 20. Le personnage, le personnage d'Astrid Arkham, vraiment j'ai aucune empathie ou en tout cas, aucun attrait. En voyant les premières pages, effectivement, je vois l'équipe, je me dis: «Ah, il y a des personnages intéressants, pourquoi pas?» Mais alors, très rapidement, voilà, je vais faire un peu redite avec ce qu'a dit Siegfried. Il y a des éléments partout, tu en prends partout, c'est ultra verbeux, flemme en fait. Flemme quand tu te tapes, 4-5 pages, avec, je ne sais pas combien de textes, avec des éléments où tu essaies de déchiffrer les cases pour arriver à comprendre ce qui se passe et que pour autant, tu es pas toujours plus pris que ça par le récit, bah, j'ai zappé en fait. C'est le seul. Gotham City Sirens, c'était pas loin, mais ils ont mis Slam Bradley, donc du coup j'ai dit: «Ah OK, pour la ref, je reste». Là voilà, là j'avais pas d'empathie, pour les personnages plus que ça. Et puis ouais, trop verbeux, trop d'infos partout, trop d'infos tue l'info. J'ai dit: «Allez, c'est pas grave, on passe au récit suivant», qui quand même mérite beaucoup plus d'attention. Justement, je pense que j'ai Bonne de quoi transition. te remonter le moral, puisqu'effectivement, le prochain récit, c'est Nightwing, un récit intitulé Il était une fois à Gotham. Écoute, Yanda, je te laisse la parole, hein. Oui, bah, alors bon, même si effectivement mon objectivité, est quand même toute relative, j'ai beaucoup aimé ce récit. Je ne connaissais pas, Andrew Constant, le scénariste, donc je découvrais son travail, avec ce 2 titres. Bien évidemment, visuellement, un vrai kiff de retrouver Nicolas Scott, en plus sur du Nightwing, donc ça vraiment, ça fait plaisir. Et ça n'a pas déçu, aussi bien sur les 2 variantes cover que, sur ce qu'elle a proposé, sur les 2 titres. Pour l'histoire en elle-même, j'ai trouvé ça très cool parce que, bah, c'est la première fois dans tout le tome 1, Nightwing, on en parle un petit peu. On le positionne un peu en leader, un peu rebelle à la Lorenzo Lamas dans son coin, mais voilà, on ne fait qu'en parler, on ne le voit pas. Bah, là, très clairement, on en apprend davantage sur ce qu'il est, où il est surtout, et c'est intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce que voilà, et je trouve que ça marche très bien. Et puis toute l'attitude du personnage tout le long du récit, c'est très cohérent avec le personnage de Dick Grayson. Donc clairement, c'était très, très chouette. Un très, très bon moment. Ouais, très bon moment. C'est aussi ton avis, Siegfried? Bah oui, clairement, c'est un autre de mes récits du top 3 du Future State Batman. Parce que déjà, c'est assez chouette de voir enfin un personnage auquel Batman manque. En fait, parce que on montre vraiment assez longuement Nightwing qui souffre d'avoir perdu ce qui est pas juste son mentor ou son compagnon, mais une figure quasi paternelle ou même complètement paternelle. Et
alors qu'on a vu beaucoup de personnes de la Batman, de la Bat Family, mais qui parlaient quand même étonnamment peu de Batman ou de Bruce Wayne. Et là, vraiment, on sent que c'est un manque, on sent qu'il y a une lacune dans ce monde en général de Batman. D'ailleurs, on n'a pas encore. Bruce Wayne et Batman ne sont pas encore apparus en tant que tels dans le Future State. Ils n'apparaîtront qu'à la fin du tome 2. Donc c'est une lacune dont peut souffrir le spectateur et qui est bien reflétée par Nightwing, ce qui donne aussi une certaine profondeur au personnage et qui crée une dynamique très chouette quand ce Nightwing est contacté par le nouveau Batman, donc par Jace, par Tim Fox, avec une relation qui forcément est un peu tendue parce qu'il doute de la légitimité de l'autre à porter le costume de son père, mais qui parvient à créer une dynamique de confiance assez chouette entre ces deux personnages. Ou ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup, c'est Nightwing, le personnage qui a de l'expérience, donc c'est Nightwing qui devient le leader du nouveau duo dynamique, donc Nightwing qui conduit Batman au lieu de l'éternel duo dynamique conduit par où Robin est conduit par Batman. Donc c'était un renversement qui fonctionnait vraiment très bien, qui avait vraiment du sens, qui était à la fois qui ajoutait une légèreté et en même temps qui était parfaitement pertinent dans la construction des deux personnages. Donc c'était vraiment un des points forts du Future State où on comprend que l'un des intérêts du Future State dans l'idée de proposer de nouvelles dynamiques entre les personnages, parce que mine de rien, dans tout ce qu'on a eu précédemment, on a certes créé un nouveau background pour Gotham, pas si intéressant que ça, d'ailleurs un peu manichéen comme je l'ai signalé précédemment, mais c'était pas forcément un prétexte à créer des nouvelles histoires si intéressantes ou si nouvelles que ça. Même l'intrigue qu'on a eue autour des Bad Girls, c'est quelque chose qu'on aurait pu trouver un prétexte pour l'avoir en continuité. Finalement, c'était pas si fort que ça. Là, enfin, le Future State a complètement du sens parce que on n'aurait pas pu avoir cette dynamique entre ces deux personnages sans le Future State. Et donc, ça fait plaisir parce que c'est enfin un récit qui donne du sens au Future State et le Future State qui permet un très bon récit. Donc, il y a un bon cercle vertueux, enfin, dans le Future State grâce à ce Nightwing de Lando Constante et Nicolas Scott. Ah, ça s'enflamme dans ce podcast. On va enchaîner. Du coup, on va profiter de cette dynamique pour parler du nouveau récit, un récit qui concerne deux personnages, Grifter et Huntress. Un récit intitulé Nos futurs antérieurs. Alors, du coup, c'est vrai que ces deux personnages qui ne sont pas forcément des personnages principaux, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. Qu'en as-tu pensé, toi, Yanda? Eh ben, en fait, j'ai été très surpris d'abord à l'annonce du retour de Grifter dans l'univers d'ici mainstream, on va dire en tout cas, puisque depuis les New 52, on n'en avait plus entendu parler. C'est un personnage que j'aime beaucoup de Wildstorm et du coup j'étais surpris et j'avais un peu peur de ce qu'ils allaient proposer. Au final, de façon assez caricaturale, parce que bon, on est quand même sur 2 numéros backup, donc très 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 rapide pour le coup. On a une caractérisation de Grifter qui est quand même assez simpliste, très John Constantinesque grand public, c'est-à-dire un méchant salaud au grand cœur. Donc ça marche sur le personnage de Grifter et ça marche sur cette histoire. Mais bon, c'est pas, ça reste quand même très, très plat, quoi. Après, la dynamique avec Huntress est cool. Il y a des positionnements des personnages au sein de l'univers qui sont intéressants. Ouais, Mais parce que bon, c'est vrai qu'on voit aussi du coup le personnage de Fox qui joue un rôle primordial, j'ai envie de ouais, dire, dans l'histoire. Donc c'est vrai que le petit trio, en tout cas ce qui se joue par ce trio est intéressant. ouais, ça va très vite, hein, forcément, mais voilà, encore une fois, le nombre de pages joue aussi sur ça. Donc, Grifter aurait mérité, selon moi, quelque chose de plus conséquent pour marquer son retour au sein de l'univers mainstream. Ça n'a pas été le cas, ça reste quand même correct, Ouais, quoi, ouais, mais on sans va dire plus. que c'est un pied mis à l'étrier, on verra Ouais, après. ouais, c'est ça, c'est ça. Je reste quand même un tout petit peu déçu parce que j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus travaillé, donc pas que ce soit bâclé, mais voilà, d'un peu plus étoffé. Voilà, je cherchais le mot. À côté de ça, graphiquement, par contre, Carmine Di Domenico, c'est très cool. Il a un trait qui est bien détaillé et j'ai bien aimé. Et les propositions de design sur Huntress notamment sont très chouettes. Mais voilà,
Ça a sa place en backup, effectivement. Maintenant, en récit principal en tant que tel, c'est quand même un peu léger. Un peu léger Et alors, ce pauvre récit. Luke Fox, enfin, on sent qu'ils ont profité du fait que Batwing n'avait absolument aucune fanbase pour pour le maltraiter complètement comme ça, parce que s'il y avait eu des fans de Batwing, mais ils se révolteraient de le voir traiter de la même de la sorte. Enfin, il rejoint du coup Ce collabo alors. Ouais, voilà, il rejoint ses parents du côté de la collaboration la plus éhontée, alors qu'en tant que Batwing, en tant qu'ancien ancien membre à part entière de la Bat Family, il devrait avoir un code d'honneur autrement plus élevé que ça. C'est assez étonnant en fait. Du coup, évidemment, quand on nous fait un twist nous montrant que qu'il trahit ses deux partenaires, c'est d'autant plus surprenant parce que c'est vraiment le dernier personnage dont on s'attendrait à ce qu'il trahisse les autres. Mais voilà, ça donne quand même une étrange saveur à cette trahison d'un membre de la Bat Family, comme si on pouvait entrer dans la Bat Family sans avoir des codes moraux vraiment élevés. Enfin, il y a quelque chose de vraiment très étrange dans le traitement des Fox par le Future State. Et en fait, j'aurais bien aimé qu'on ait une série Future State, les Fox, parmi les séries principales de Batman, parce qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser pour expliquer comment tous ces personnages en sont arrivés là. Enfin, ils ont beau expliquer que Lucius a subi un vague truc à cause de Punchline, qui du coup fait que maintenant il est à ce point anti-Batman. Enfin, je sais pas, c'est quand même ouais, il y a quelque chose dans le traitement des Fox, de l'ensemble des Fox, du coup, maintenant, puisque auparavant, on pouvait encore croire que Luke Fox faisait partie des bons, un peu timoré, mais encore partie des bons. Là, il fait juste partie de ces salauds de collabos. Enfin, il y a quelque chose qui vraiment interroge et qui aurait mérité un traitement autrement plus intéressant, qui aurait pu vraiment avoir sa place dans ces Future State Batman, et donc je regrette de pas avoir. Parce que du coup, cette famille est traitée de façon un peu superficielle, alors qu'elle cristallise tellement d'enjeux de ce Future State et de toute la relation entre Gotham et le magistrat, qu'elle méritait pratiquement d'avoir une série majeure, une série en 4 fascicules, rien que pour elle. Ouais, alors Parce que pas de. parce qu'à part Vas-y. ça, Grifter, effectivement, comme a bien dit Yanda, c'est une jolie poche d'air entre deux comics plus importants du Future State. C'est pas du tout majeur, mais voilà, ça se lit très agréablement, ça divertit agréablement. C'est un bon backup dans le sens où ça sait être vraiment indépendant du reste. Ça a aucune relation avec le reste, ni en termes de ton, ni vraiment en termes d'univers, mais ça rafraîchit entre deux lectures plus sérieuses, et les personnages sont assez correctement respectés. Ça va pas très loin, mais c'est plaisant. Oui, alors le prochain récit auquel on va s'attacher, je ne sais pas si on peut dire que c'est un rafraîchissement également, ou peut-être un rafraîchissement sous le signe de l'amour, entre Red Hood et Ravageur, puisque c'est les deux personnages qui sont concernés dans ce nouveau récit, dans Fuit, Red Hood fuit. Du coup, tiens, Yanda, est-ce que tu peux nous en parler? Tu appréciais ce récit dans lequel on retrouve Red Hood, qui a lui aussi eu quelques changements dans son approche. Alors, globalement, petit coup de clim quand même, mais principalement pour la partie graphique, qui est, je dirais pour moi, une des, si ce n'est la plus faible à mon goût, des 2 tomes. Mais je vais y revenir juste après. Le scénario de Joshua Williamson, bon, le team-up et la relation entre Jason Todd, Red Hood et Ravageur, ouais, bon, vite fait. J'étais beaucoup plus intéressé sur la bascule de Red Hood en chasseur de primes et donc au service du magistrat. J'aurais bien aimé vraiment plus orienter le récit là-dessus que sur l'espèce de dynamique avec Ravageur qui, pour moi en tout cas, n'a pas fonctionné plus que ça. Et je pense j'aurais vraiment aimé que le récit aille dans une autre direction. Mais bon, globalement, ça fait quand même le taf et on reste, en tout cas pour Jason Todd, relativement fidèle au personnage. Par contre, visuellement, c'est quand même très très pauvre, quoi. J'ai presque de la peine pour Jordi Belair quand elle a dû faire la colo, parce qu'il y a quand même des cases où elle a dû se dire, mais en fait, l'arrière-plan c'est blanc, en fait, je mets rien, quoi. Il y a que des traits. Qu'est-ce que tu veux que je mette, quoi? Ouais, elle a fait des dégradés, hein. Ouais, voilà, mais c'était vraiment pour habiller un peu, parce que alors, peut-être que ça va avec le style de l'artiste, parce que je connais pas du tout Minono Giannis, mais c'est vrai que quand même, j'ai trouvé ça, pour mon goût à moi, quand même assez faible, visuellement parlant. Et au niveau du scénario, j'aurais préféré que ça aille dans une autre direction. Ça n'a pas été le cas.
mais ça m'a quand même pas empêché de lire le truc jusqu'à la fin et de, malgré tout, voilà, trouver ça sympa. Ça, ouais. Toi aussi, Siegfried, as-tu trouvé sympa cette histoire entre Redwood et Ravageur? Bah, disons que pour moi, le gros défaut de de ce backup-là, c'est que c'est une pure intro à Future State Gotham, dans le sens où tout trouve son sens en fait dans ce qui doit être la toute dernière planche en fait, quand on découvre que Redwood n'est pas du tout, ne collabore pas vraiment avec le magistrat, mais sert en fait toujours les intérêts d'un membre, on ne sait pas trop lequel, de la Bat Family, peut-être Bruce Wayne lui-même, et n'est qu'infiltré auprès du magistrat. Donc, ce qui donne du sens à ces actions des deux premiers fascicules, au fait qu'il soit tueur à gage et au fait qu'on se demande constamment mais comment est-ce qu'il a pu rejoindre le magistrat alors qu'il est supposé faire partie de la Bat Family. Mais avoir ce twist à la fin et donc donner du sens au personnage à la dernière planche du récit qui lui est consacré, forcément ça ne lui rend pas honneur pour le reste du récit. Tout simplement parce que la suite directe de cette histoire, c'est Future State Gotham. Et ça fait partie de ces récits qui sont un peu trompeurs parce qu'ils ne remplissent pas la promesse de récit complet qui était associée au Future State Gotham. Si on le lit uniquement comme récit complet, c'est juste frustrant parce qu'on a juste un Redwood collabo et vaguement amoureux. Effectivement, je rejoins tout à fait Yanda sur le fait qu'on ne croit pas vraiment à son histoire d'amour avec Rose Wilson, qui n'a juste pas la place de se construire et entre lesquels on ne sent à aucun moment de véritable alchimie. Donc c'est un peu dommage. Voilà, j'ai trouvé assez curieux en fait. C'est l'un des seuls récits où on sent à ce point qu'on attend la suite, que la suite existe quelque part, qu'elle est d'ailleurs, voilà, elle a été publiée récemment aux États-Unis dans Future State Gotham, et que le récit ne s'auto-contient vraiment pas du tout. Je serais un peu moins sévère sur la partie graphique. Pour le coup, je pense, pour moi, c'est vraiment le Gotham City Sirens qui est le pire. Parce que là, c'est parfois brouillon. Qu'est-ce qu'il aura pris ce Gotham City Sirens? Oui, bon, il l'a bien mérité, franchement. Mais là, c'est parfois effectivement juste brouillon, mais ça aborde parfois un minimalisme un peu enfantin qu'on pourrait rapprocher de quelques essais, quelques tentatives de Dustin Nguyen par exemple, qui a quelque chose d'assez rafraîchissant. Mais effectivement, on oscille toujours entre le minimalisme rafraîchissant et le carrément brouillon, avec certaines planches qui sont juste objectivement brouillonnes. Donc je comprends tout à fait une frustration. On a l'impression que ça a été fait, c'était fait à la va-vite. Limite, le dessinateur a envoyé des crayonnés faute d'avoir pu faire autre chose et ils n'ont pas eu le temps d'ancrer ou de faire les couleurs. Mais ils ont quand même crédité Jordi Bellaire parce qu'il lui avait commandé quelque chose et que quitte à la payer, autant mettre son nom quelque part. Enfin bref, c'est vrai qu'il y a quand même une interrogation sur cette partie graphique, mais bon, ça change. Ça change plutôt pas mal du reste. Ça a quelques heures rafraîchissants qui, moi, m'a bien plu par moment. Peut-être pas dans la DA d'ensemble, mais par moment. Donc, ma foi, pourquoi pas. Mais voilà, effectivement, il y a une petite insuffisance graphique qui rejoint la frustration scénaristique sur le fait que ça reste un récit agréable, mais oubliable et juste passable parce que finalement, il ne raconte pas grand-chose. Ouais, il raconte pas grand-chose au final en fin de compte et comme on le disait tout à l'heure, peut-être que les meilleurs récits se retrouvent à la fin des volumes puisqu'on va attaquer l'avant-dernier récit. Cet avant-dernier récit, il concerne Bruce Wayne dans la série Dark Detective ou Sombre Détective en français. D'ailleurs, on retrouve Jordi Bellaire, tu vois, ils ne l'ont pas payé pour rien parce qu'elle est là aussi. Cette fois sous les traits de Dan Mora et scénarisée par Mariko Tamaki. Yanda, alors qu'as-tu pensé du retour de Bruce Wayne dans ce Future State Batman? Alors juste avant, je vais juste revenir sur un Ouais. point du récit de Redwood que Siegfried a dit et qui du coup me plaît, c'est qu'on ait vraiment une réponse à cette espèce de twist, enfin plus de cliffhanger de fin sur le statu quo de Redwood, qu'on ait une réponse à ça dans Future State Gotham. Pour le coup, c'est cool. Parce que j'avais très peur effectivement que ça soit un coup dans l'eau et qu'au final voilà ça finisse comme ça et puis on ne saura pas. Si on a vraiment une réponse à ça derrière et que ça va un petit peu plus loin, là pour le coup c'est cool. Voilà. Pour revenir sur Dark Detective, on y revient. effectivement, bon déjà Dan Mora au dessin, Mamma Mia. Voilà, là c'est, je pense que à l'annonce, j'étais très très content qu'un dessinateur comme lui vienne sur du Batman. Mais j'ai pas été déçu de ce côté-là, bien au contraire. Même si parfois, pour le coup, alors j'aime beaucoup Jordi Bellaire et son travail, et des fois, j'ai trouvé que c'était ça allait un petit peu trop dans le flashy, et on perdait un petit peu en lisibilité sur le trait de Dan Mora, qui est quand même assez particulier, mais globalement, enfin, c'est très très cool, et c'est très beau.
Et pour le scénario, j'ai envie de dire, enfin quoi. Enfin, on voit Peacekeeper 01. Une heure et demie de podcast pour arriver sur ça. Ouais, non mais c'est vraiment ça, c'est que on a eu plein de pistes, plein de trucs, plein de petites références, plein de voilà de petites miettes tout au long de la lecture. Là, on arrive enfin voilà sur un vrai gros morceau. Alors forcément parce que c'est Bruce Wayne et parce que il y a tout ce qui lui est arrivé autour, etc. C'est donc à lui que revient le privilège de dévoiler un petit peu plus. Et encore que on va pas non plus très très loin dans les détails, mais on a quand même vraiment à manger sur le contexte, sur les enjeux pour le coup de la menace, qu'est-ce qu'il cherche, etc. Voilà. Là, on apprend plein de trucs et c'est plutôt bien écrit. C'est assez verbeux parfois quand même pour du Tamaki. J'ai lu des choses d'elle où c'était quand même un petit peu plus succinct, mais c'est pas gênant parce que on retrouve un petit peu voilà ce côté Bruce Wayne, toujours dans le côté stratège, la réflexion, essayer de comprendre, de décortiquer le raisonnement. C'est très très bien écrit pour ça et c'est un très très chouette titre que ce Dark Detective, pour moi en tout cas. Ouais, je pense que Siegfried va être un peu du même avis. Oui, ça va, c'est pas ça fait partie des bons récits parce que enfin je rejoins juste totalement ce qu'a dit Yanda. Déjà la partie graphique de d'Anne Mora ne casse pas forcément la rétine, enfin ça reste quand même vraiment, très chouette, c'est vraiment très propre, c'est assez impressionnant de temps à autre, c'est vraiment solide et bon, bah, voilà, on a enfin un récit qui parle du futur state, enfin c'est mine de rien, c'est vraiment dans chacun des 2 volumes, on avait le récit qui parle du future state, donc The Next Batman et puis, Dark Detective et puis tous les autres tous les autres récits qui sont davantage du backup, c'est presque un peu triste en fait, de se dire que dans un futur state qui essaye à ce point de mettre en valeur autant de personnages et d'histoires secondaires, tout ce qui compte, ça reste Batman. Que ça soit l'ancien Batman, Bruce Wayne, qui finalement occupe une place plus que fondamentale et beaucoup plus fondamentale que le nouveau Batman ou ce fameux nouveau Batman, il y a vraiment que ça qui compte. Tout le reste, tout le reste n'est pratiquement là que pour le décor. Donc c'est un peu dommage. Pour moi, ça remplit pas tout à fait le contrat du future state, mais au moins, voilà, au moins ce récit reste plutôt chouette. On raconte pas mal de choses. C'est même plus dense que le New Detective, puisque comme on l'avait dit dans le New Detective, il y a toute cette intrigue autour du couple qu'il faut sauver, etc. Donc toute une espèce de sous-intrigue policière qui ne qui n'enrichit pas forcément le contexte, mais qui vient juste essayer de raconter qui est le nouveau Batman. Là, on a vraiment juste Bruce Wayne, comment Bruce Wayne va survivre dans ce nouveau contexte et comment il va essayer de mener à nouveau le combat contre le Peacekeeper qu'il a laissé pour mort, qu'il a tout fait perdre, il est pratiquement, enfin Bruce Wayne est pratiquement il était pratiquement un clochard, il a plus aucun moyen, il n'a vraiment plus rien et à partir de rien, il va devoir à nouveau essayer de constituer une espèce de Bat Panoply. D'ailleurs, c'est pas forcément très clair comment il parvient de nouveau à obtenir 2-3 gadgets, à faire 2-3 petites choses, mais enfin, ouais, on a vraiment un personnage qui, n'a plus rien et qui va devoir se reconstruire petit à petit. Ce qui fait aussi que, ça va quand même vraiment très vite à la fin seulement de 4 fascicules, on part du clochard laissé pour mort à, Batman, en fait, juste, Batman tout simplement qui parvient à affronter, Peacekeeper 01 et puis à mettre à bas le magistrat et à détruire la tour et puis, enfin voilà, il sauve le monde en fait c'est à se C'est demander Oui, Batman, mais, hein. mais C'est c'est à se Batman. demander Batman, hein, voilà. Ouais, mais à se demander pourquoi est-ce on avait besoin de tout ça, alors qu'en fait, en 4 fascicules, Batman fait tout juste parce qu'il C'est est vrai. Batman. Bon, c'est un peu étrange. Donc heureusement, on a ces 3 ou 4 planches qui sont vraiment très chouettes où, ce Batman rencontre l'autre Batman et on voit il y a vraiment un jeu de miroir entre les 2 qui est très sympathique et très, très drôle et qui va pas plus loin. Mais ça fait plaisir le temps que ça dure. Mais à part ça, c'est vraiment dire, en fait, tout a commencé avec Batman, tout finit avec Batman et le reste, c'est que du bonus, plus ou moins bon. Ouais, ma foi, pourquoi pas? C'est un peu étrange, ça trahit pour moi complètement ce que prétendait être le futur state, qui était, une espèce de renouvellement dans un monde, une espèce de monde presque post-Batman, où on s'attendait au mieux à ce que Batman rejoigne une résistance, notamment menée par le nouveau Batman, mais pas forcément à ce que Batman, tout seul, sans aucune Bat-Family, sans aucun appui, passe de clochard à nouveau super-héros sauveur de la ville. Mais enfin bon, soit, pourquoi pas? Mais voilà, Oui, ça mais et de Batman et Batman. Bien sûr, mais quand on nous promettait un truc qui se passait dans le futur de Gotham, on s'attendait pas forcément à ce que Batman soit juste de nouveau Batman, en fait,
Bon, ma foi, ce qui fait qu'en 4 fascicules, c'est quand même extrêmement rapide et assez frustrant parce qu'à force de nous teaser ce fameux Peacekeeper 01 comme grand antagoniste qui a priori connaît l'identité secrète de Batman, qui a pratiquement tué Batman, qui est vraiment un rival de renom, on s'attendrait à ce que le dévoilement de ce Peacekeeper soit un moment assez fort. Bah, en fait, à un moment, il enlève son masque, bon, voilà, on a juste un visage quelconque. Ils s'affrontent et Batman semble mourir dans l'explosion de la tour avec le Peacekeeper et c'est tout. Enfin, en fait, il y a tellement peu de montée en puissance pour ce Peacekeeper, tellement peu de mise en valeur en tant qu'antagoniste méritoire de Batman, qu'on se demande si vraiment ça valait le coup que Batman se sacrifie juste pour le mettre à bas. Il semble même pas avoir tant d'importance, tant de charisme que ça. C'est un petit peu triste, c'est un peu anticlimatique, d'autant que le comic s'achève tellement vite, juste sur l'explosion de la tour, qu'on n'est même pas si sûr que ça, que Batman et le Peacekeeper sont morts ou ne sont pas morts, c'est juste fini. Point. Et il y a rien, il y a rien après. Enfin, il faut attendre donc le futur state Gotham, dont à l'époque on n'était même pas sûr qu'il aurait lieu, pour avoir deux, trois, encore même pas des confirmations, des pistes de confirmation de ce qui a pu se passer à la fin de ce fascicule-là, ce qui fait que cette supposée histoire complète n'est pas, enfin, s'achève quand même sur un goût d'inachevé. C'est un peu dommage, parce que l'histoire en soi est plutôt chouette, plutôt bien écrite. Ça reste une histoire de Batman qui commence avec rien et qui finit en Batman. C'est un scénario assez classique qui est plutôt bien fait. En même temps, Tamaki, bon, on est très loin d'une histoire de débutant, mais ça aurait quand même pu avoir beaucoup plus de gueule et beaucoup plus d'originalité. Donc voilà, pour ceux qui aiment Batman vont se réjouir de retrouver enfin Batman qui tout seul peut sauver le monde. Pourquoi pas, hein. Oui, oui, mais en même temps, n'est pas Batman qui veut, la preuve. Et puisque tu dis justement que tout ça pour retomber encore sur du Bruce Wayne sous le masque de Batman, Bruce Wayne sera également présent dans la dernière histoire de ce volume, puisqu'elle se conclut avec un récit qui concerne Catwoman. Bon, je vous passe les détails entre la relation entre Catwoman et Batman, puisqu'on sait qu'ils ont été très proches dernièrement, et un récit qui s'appelle Le vol du Grand Rapide, et effectivement qui signe là aussi un nouveau retour de Bruce Wayne. Alors, tout à l'heure, on parlait des dates, Siegfried. Alors moi, dans l'album d'Urban, c'est bien daté à 2027 pour celui-ci. Là où celui des Gotham City Sirens était daté de 2025. Donc, ce qui nous donne un gap de 2 ans entre les deux histoires pour expliquer la métamorphose, on peut dire ça comme ça, de Catwoman. Alors, si tu regardes je suis cherché sur Google DC Timeline Future State, DC Comics Ouais, a émis une timeline officielle qui d'accord. place tous ses récits en 2025, sauf Dark Detective qui a lieu en 2027. Mais Catwoman est bien en 2025. Et d'ailleurs, j'ai vu d'innombrables questions du coup, parce que moi ça m'interroge aussi, j'ai regardé beaucoup de forums, notamment anglophones, où tout le monde se demandait, mais finalement, Catwoman, est-ce que ça a lieu avant ou après Dark Detective? Et la seule réponse que d'autres contributeurs étaient capables d'apporter, c'était la timeline dit que Catwoman se passe avant, que Catwoman c'est 2025 et Dark Detective 2027, mais personne n'arrivait à vraiment une conclusion satisfaisante, parce qu'effectivement, de toute façon, dans quel ordre qu'on place ces deux récits, ça pose beaucoup de questions. Il y a quand même un gap qui interroge vraiment, parce qu'on ne comprend pas trop comment il serait passé de Catwoman à Dark Detective, comme on ne comprendrait pas trop comment il passe de Dark Detective à Catwoman. Mais là, dans le sens dans lequel c'est fait d'après la timeline officielle de DC, sur laquelle DC n'est pas revenu, ça interroge encore plus. En tout cas, si cette timeline, qui est comme officielle de DC, encore une fois, il n'est pas corrigée par DC, donc qui semble être la vraie timeline, est confirmée, Urban a fait une erreur, puisque Urban prétendait, et c'était l'un des aspects vraiment chouettes de cette anthologie, replacer tous les récits dans l'ordre chronologique. Or voilà, que Catwoman devrait donc se situer dans cette logique avant Dark Detective. Ouais, après, c'est vrai que moi, je suis plutôt d'accord avec eux, c'est-à-dire que je le placerai plus en 2027. Mais bon, après, effectivement, difficile Bon, après, j'ai envie de dire, c'est du détail, puisqu'effectivement, comme tu le dis, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, au final, c'est vrai que il est difficile d'expliquer la métamorphose du personnage Du de détail, Catwoman. pas tant que ça, puisque du coup, il y a quand même une question qui est assez fondamentale et qui est posée à la fin de Dark Detective, qui est: est-ce que Bruce Wayne meurt ou pas? Et Ouais, si Catwoman a lieu après Dark Detective, ça veut ouais, juste dire que Bruce Wayne a survécu. Alors que si ça s'achève bel et bien, comme le dit DC Comics, sur Dark Detective,
on est dans cette incertitude qui laisse plutôt penser que Bruce Wayne est mort, puisqu'on le voit quand même vraiment dans l'explosion et on ne sait pas trop comment il survivrait. Ouais, tout à fait, tout à Donc ça fait. sera une trahison assez majeure. Donc voilà, je comprends juste pas. En tout cas, Décision d'Urban va contre la timeline officielle de DC Comics. A priori, personne n'a d'éléments, parce que comme je l'ai dit, j'ai vu beaucoup de forums, y compris des gens qui répondaient en 2021 à partir des éléments les plus récents, et qui continuaient de se fier à cette timeline officielle. Donc c'est une des choses pour lesquelles, pour le coup, j'aimerais vraiment avoir une réponse d'Urban Comics, à savoir, est-ce qu'ils ont posé la question à DC Comics pour remettre les récits dans le bon ordre, entre guillemets, ou est-ce ils ont juste lu les récits, se sont dit, tiens, c'est plus logique dans ce sens-là, et voilà, on l'ont fait un peu à leur sauce. C'est quitte à trahir la timeline officielle. C'est vraiment étrange parce que voilà, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Ouais, tout à fait. Alors, on pourrait poser la question à Urban. En outrepassant ce problématique de date, revenons sur le récit en lui-même, qui est plutôt bon, de mon point de vue. Yanda, qu'en as-tu pensé, toi? Ouais, excellente conclusion pour le coup à la saga Future State Batman. J'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pris ce récit effectivement pour le coup vraiment en standalone. Parce que je rejoins complètement Siegfried sur le questionnement de quand est-ce qu'a lieu cet épisode-là par rapport au reste. Parce que pour le personnage de Catwoman et son évolution par rapport à ce qu'on en voit dans Gotham City Sirène, pour le personnage de Bruce Wayne, pour tout un tas de choses, il y a quand même plein de questions qui se posent, comme assez souvent avec DC quand on vient à toucher à la timeline. C'est pas nouveau qu'on a parfois des incohérences et au mieux des questions qui arrivent. Pour le coup, donc en tant que récit standalone, j'ai beaucoup aimé le scénario, le dessin d'Otto Schmidt. Voilà, dès la première page, j'ai dit ok, c'est bon. Extraordinaire, ouais. Je valide. On y est, hein, voilà, tout correspond. Cette vibe un petit peu Snowpiercer avec le train, avec l'avancée dans les wagons, etc. On n'a pas autant la réflexion sociale que dans Snowpiercer, mais on a quand même des captifs qui sont en queue de wagon. Enfin bref, c'est assez chouette, c'est très bien écrit. Pour le coup, la relation Selina-Bruce est aussi abordée, mais sans tomber vraiment dans quelque chose d'excessif. C'est très juste, c'est très bien. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et non, c'est un très très chouette récit. Effectivement, si on met de côté ce problème qui est quand même assez important de timeline et de chronologie, le récit en lui-même, aussi bien l'écriture que la partie graphique, j'ai trouvé ça très très chouette. Très très chouette. Ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que le scénario de Ramvi, c'est comme ça qu'on le dit, je crois, et le dessin de Otto Schmidt est au top. Un très très bon duo. Siegfried, tu as aussi beaucoup apprécié ce récit, j'ai l'impression. Oui, c'est le troisième récit de mon top 3, peut-être mon récit préféré sur les 2 volumes d'ailleurs, ça serait à méditer, mais rien que les dessins d'Otto Schmidt en font déjà un récit formidable qui se place un cran au-dessus de vraiment tout le reste. Pour moi, c'est vraiment le fascicule le mieux dessiné, alors qu'on a vu qu'il y avait pas mal de récits qui brillaient davantage par leur dessin que par leur intrigue. Celui-là se place encore au-dessus pour moi. J'aime énormément le traitement de Catwoman. Pour le coup, on est tellement à des années-lumière de Gotham City Sirens qu'on ne me fera pas croire que c'est le même personnage, même avec une évolution. Parce que là, on a vraiment une Catwoman qui est extrêmement forte, qui est leaduse d'une espèce de résistance civile, mais qui est vraiment forte, charismatique, dynamique, qui est juste impressionnante. Et c'est relevé évidemment par les dessins d'Otto Schmidt qui lui donnent une stature vraiment puissante dans cet univers-là. Et l'intrigue est chouette aussi parce qu'elle est vraiment extrêmement linéaire, contrairement à d'autres récits où soit on s'autorise des ellipses, on s'autorise des combats, il y a beaucoup de confusion. Là, là, tout se suit vraiment d'une façon extrêmement claire, un peu à la Snowpiercer, comme on le disait. C'est vraiment, c'est presque comme si on avançait de wagon en wagon. Du coup, il n'y a aucune question, il n'y a aucune confusion, il n'y a rien d'obscur. On sait exactement où on va, comment on progresse. Donc, il y a une simplicité qui est assez chouette. Il y a un huis clos qui fonctionne vraiment très bien. Il y a assez peu de personnages principaux. Il y a vraiment que Catwoman au début, rejointe par Talia, qui vont sauver Bruce et qui croisent en chemin Onomatopeia, mais qui est
qui reste relativement secondaire, donc il parle pas, donc il n'y a pas vraiment d'approfondissement du personnage. Donc on reste vraiment sur un roster extrêmement simple, de personnages dont les relations sont assez claires. C'est superbement dessiné. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est juste un excellent récit autocontenu qui aurait pu être encore plus fort si s'il était placé plus clairement dans la timeline. Enfin, non, Il n'en démordra pas. non, mais je me dis, il aurait par exemple été super juste avant Dark Detective, puisque avec autant de récits qui se demandent où est passé Bruce Wayne ou qui pensent qu'il est mort, c'était une super bonne manière de montrer les personnages découvrant qu'en fait Bruce Wayne est vivant, parce que le lecteur le découvrira en même temps que ces personnages-là enfermés dans le train aurait la surprise en même temps qu'eux avant le récit consacré à Bruce Wayne et comment il redevient Batman dans Dark Detective. Donc en termes chronologiques, ça aurait été super. Bon, effectivement, ça n'aurait aucun sens avec le fait qu'à la fin de Catwoman, il rejoint la Résistance, rejoint Talia, donc comment est-ce qu'il passerait de cette espèce de nouveau statut, de nouveau leader de la Résistance ouais, voilà, Clodo. tout à fait un clou dans Dark Detective. Enfin, il y aura un gap assez problématique, mais sinon, en termes de révélation, ça aurait vraiment eu un sens assez chouette. Alors que là, quand Catwoman et Talia découvrent Bruce, bah, en fait, on vient de le voir. On savait qu'il était vivant. On se demandait juste s'il n'était pas mort dans l'explosion ou pas, mais a priori, tout le monde le pensait déjà mort avant ça. Donc, on ne sait pas trop à quel point c'était supposé changer quelque chose. Enfin, voilà, c'est assez flou en termes de statut. Mais en tant qu'histoire autocontenue, on rejoint un peu le Batgirls sur le fait qu'on est dans un huis clos. Du coup, les enjeux sont vraiment beaucoup plus clairs. Les personnages sont beaucoup plus clairement identifiés que dans d'autres récits. Et avec cette bouffée d'air à la fin, où exactement comme dans Batgirls, en fait, à la fin, les personnages principaux rejoignent la Résistance. Et du coup, ça crée une bouffée d'air, une envolée vers un éventuel autre chose. Donc, c'est vraiment chouette comme récit autocontenu et dans ce que ça peut dire du Future State en général. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait partie, avec Batgirls et avec le Nightwing, de mes 3 récits favoris dans Future State et 3 récits qui, pour moi, pourraient justifier l'achat. Les volumes sont quand même un peu chers, je trouve, surtout que les histoires sont quand même assez inégales, mais ça fait partie des 3 histoires qui méritent vraiment le coup d'œil, à mon avis. Siegfried, tu sais que devant autant de positivité, je vais être obligé de sonner Non. l'alarme. Tu le sais, effectivement, je suis obligé de sonner cette alarme. D'ailleurs, Je serai on plus va négatif la prochaine fois, promis pour vos oreilles. non, on compte sur toi pour être toujours objectif. En tout cas, je crois que, comme tu le disais, tu parlais encore de Bad Girls, c'est le volume, c'est l'histoire qui concluait le premier volume. Cette histoire-là conclut le second volume et pour les deux, ce sont peut-être les deux histoires qui nous auront le plus convaincus des récits. Donc effectivement, ils ont gardé le meilleur pour la fin, comme tu le disais tout à l'heure. Je crois que c'est assez évident. Et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont replacé là, Urban, tu vois. Il commence à se faire tard pendant qu'on enregistre ce podcast et je vous propose de vous libérer, messieurs. Merci Yanda, merci Siegfried pour votre présence dans ce podcast. Merci à toi pour ta modération. Bah oui, avec plaisir, merci pendant beaucoup. tout ce podcast. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast, Yanda, et il y en aura peut-être d'autres si tu es d'accord, bien évidemment. En tout cas, l'invitation est lancée. Et du coup, je remercie également tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout dans ce podcast qui aurait été plus long que d'habitude. C'est vrai, mais il y avait tellement de choses à dire avec ces 2 volumes à traiter de Batman Future State. Donc voilà, merci encore à tous. N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur tous les récits que l'on a abordés dans ce podcast, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou directement sur batmanlegend.com. On lit tout ça, même si des fois on n'a pas le temps de répondre forcément aux commentaires, mais en tout cas on le lit judicieusement. Et j'ai envie de dire merci, à bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. Salut, merci.